Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci d'être venus nombreux à cette tribune de l'ULB. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir le professeur André Braic, professeur à l'Université de Paris, Diderot, et chercheur au centre, au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. André Braic a une longue carrière de planétologie. Il a été, je dirais, un démiurge, si j'ose utiliser ce mot, du système solaire. Il a en effet enlevé des objets du système solaire, il en a rajouté dans le système solaire. Je fais référence ici particulièrement à sa découverte de 1984. Il a en effet participé très activement à la découverte des anneaux, pas de Saturne, de Neptune, anneaux de Neptune qu'il a observés depuis le sol, par l'observation de l'occultation d'une étoile, par la planète Neptune et ce qui entourait la planète. Et ensuite, cette découverte s'est vue confirmée par les sondes Voyager qui ont exploré les planètes ensuite. Donc, ensuite, il a enlevé des choses dans le système solaire, à savoir la planète Pluton, parce qu'il a collaboré très activement également à la commission de l'Union astronomique internationale qui s'est penchée sur la définition d'une planète. Vous voyez qu'une chose qui peut paraître aussi évidente et que l'on apprend à l'école primaire, disons, a fait largement débat au sein des astronomes professionnels. Il a fallu réfléchir à la notion de planète, à la définition de la planète, et la définition qui a été établie faisait en sorte que Pluton disparaissait en tant que planète en tant que telle. Donc voilà un certain nombre de travaux que le professeur Braic a réalisés dans sa carrière, et j'en profite aussi pour signaler qu'il a été un membre très actif de la mission Cassini. Vous étiez le seul Européen ? Le seul français, ok. Un Allemand et moi. Voilà. Donc il était parmi 3 Européens à participer à l'équipe de la sonde Cassini. Et à l'issue de la conférence, vous dédicacerez, je pense, votre livre sur qui raconte l'histoire de la mission Cassini. Je dédicacerai ce que vous voulez. Hein. D'accord, ok. Voilà, alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps, sinon pour vous dire encore que j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence, une interview que André Braic vient de donner à une journaliste qui était là, présente avant la conférence. Et je peux vous dire que je pense qu'on va bien s'amuser parce qu'on va mêler... disons, l'humanisme à la science, la culture, la manière dont la science fonctionne dans la société. Voilà, je voudrais remercier également le professeur Braic d'avoir fait le déplacement de Paris spécialement pour l'occasion. Et donc, à l'issue de la conférence, il reprendra le Thalys et je suis chargé de l'arrêter à temps parce qu'il m'a prévenu qu'il était très bavard et donc voilà, je devrais faire office d'autorité pour vous arrêter. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors bonsoir tout d'abord. Je vous remercie de ces paroles aimables, mais c'est très embarrassant parce que si on vous avait dit conférencier pas terrible, vous auriez dit oh, bah, c'est pas si mal que ça. Alors si on vous dit il est très bien, vous ne pouvez être que déçu. Hein. Donc j'espère que le président de séance fera preuve d'autorité, puisque j'ai un grand défaut, c'est que mon sujet étant l'univers, excusez du peu, je n'arrive pas à dire les choses de manière condensée. Et il faudrait que je prenne un train tout à l'heure, donc j'espère ne pas le manquer. Et je raconte toujours la blague que certains d'entre vous connaissent déjà, à savoir que, enfin c'est pas une blague, c'est une réalité, où je devais faire une conférence dans une banlieue sud de Paris à 9h du soir, un jour, et je suis parti un peu limite en voiture, et il y a eu des embouteillages, je suis arrivé en retard, c'était 9h20, 9h30, et j'ai voulu me faire pardonner auprès du public, donc j'ai essayé de mettre de l'énergie,
Et puis là, j'ai ressenti un coup de fatigue. Alors, j'aurais dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes? Et tout le monde a rigolé. Pourquoi ils rigolent? J'ai regardé ma montre, il était 3h moins le quart du matin. Alors, je leur ai dit, on arrête. Ils ont dit, non, on a des questions à vous poser. Alors, ils m'ont posé des questions, et ils m'ont libéré à 6h du matin. Et quand je suis rentré chez moi, mon épouse a ouvert un œil en me disant, d'où viens-tu? Ben, j'ai dit, je viens de faire une conférence. Elle m'a dit, trouve autre chose. Hein. Donc, si vous voulez que j'ai pas de problème pour rentrer à Paris, j'espère que le président saura faire acte d'autorité. Voilà, alors ce que je vous propose, bon alors ça, c'est ma binette, c'est pas intéressant. Ensuite, alors j'appuie dessus, il ne se passe rien. Ah, il se passe quelque chose. Alors, monsieur Joricet, et donc on va commencer. Voilà. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé de vous parler de Sommes-nous seuls? Alors pour ceux d'entre vous qui seraient un petit peu pressés et qui n'auraient pas le temps de rester jusqu'à la fin de la conférence, je vais vous donner tout de suite la conclusion. Donc à la question, est-ce que la vie extraterrestre existe ou non? Sommes-nous seuls ou non dans l'univers? Ma réponse est très claire. Ma réponse est, nous ne savons pas. Alors je vais quand même vous dire pourquoi on ne sait pas, et surtout vous dire que nous avons de grands espoirs, et que la situation a totalement changé depuis, je dirais, 5 ou 6 ans. Alors qu'on en discute depuis des millénaires, finalement, depuis Démocrite et même avant, un certain nombre de nouvelles scientifiques font qu'on ne voit plus du tout le problème de la même manière. Donc ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu de temps pour vous expliquer comment on s'y prend, comment on procède, et surtout quelles sont les vertus de la science. J'ai la faiblesse de penser que notre situation actuelle, c'est grâce à la science que nous la vivons, et notre avenir, si on néglige la science, je crois que c'est fichu. Alors d'autre part, je voudrais dire quelques mots sur l'origine. C'est-à-dire, en gros, on se pose le problème depuis bien longtemps de l'origine de la vie, de l'origine de la Terre, l'origine du Soleil, l'origine des étoiles, l'origine de l'univers. Où en sommes-nous de ce point de vue-là? Et si on veut savoir s'il y a de la vie ailleurs, ça serait bon de savoir comment ça s'est passé pour nous dans notre environnement. J'en dirai quelques mots très rapides, sinon on n'aura pas le temps de traiter tout ça. Et puis j'insisterai sur 2 points. D'une part, dans le système solaire, j'ai le bonheur d'être membre de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini. Sonde qui, vous savez, c'est une mission qui aura duré une 40aine d'années, puisque c'est en 1980 qu'on a démarré le projet. C'est en 1990 qu'on a obtenu le feu vert des agences spatiales européennes et américaines. La mission coûtait 4 milliards d'euros. Bon, ce n'est pas une somme très élevée quand on pense à ce que font certains banquiers avec la même somme. Nous, on fait mieux. Cette mission construite, cette sonde construite en 1990, lancée en 1997, est arrivée à Saturne en 2004. Et nous devions finir la mission en 2008. Mais comme ça marchait bien, on a demandé de prolonger. Et l'Europe était d'accord, sans problème. Les États-Unis, non. Parce qu'en Europe, on est mal payé, mais à vie. Alors qu'aux États-Unis, on est bien payé, mais pas longtemps. Et donc, ils étaient sur contrat. Donc, si vous continuez une mission, il faut payer des contrats des ingénieurs. Alors, finalement, on a obtenu la prolongation de la mission jusqu'en 2010 pour voir l'équinoxe sur Saturne. Et comme ça marchait bien, on a dit, on a vu l'équinoxe, est-ce qu'on pourrait voir le solstice? Et donc, nous sommes maintenant prolongés jusqu'en 2017 et financés pour déployer tout ça jusqu'en 2019. Donc, je cherche un boulot pour 2020. Vous entendez parler de quelque chose, je suis preneur. Donc, vous voyez, une mission, c'est une génération, c'est 40 ans dessus. Et là, nous avons trouvé dans le système solaire des endroits où les conditions pour que la vie existe sont réunies. Y a-t-il de la vie ou non? Nous n'en savons rien, mais on va y retourner. 2020, 2030, on va y retourner. Donc ça, c'est une première nouvelle qui nous a beaucoup surpris. Et la deuxième nouvelle, ce que je n'aurais pas pu vous dire il y a 4 ou 5 ans, mais ce que je peux dire aujourd'hui, il y a dans l'univers plus de planètes qu'il n'y a d'étoiles. Nous savons aujourd'hui qu'il y a quelques milliers de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous savons qu'il y a quelques milliers de milliards de galaxies. Donc, à l'heure où je vous parle, nous connaissons quelques milliers de milliards d'étoiles. Et il y a beaucoup plus de planètes. Il y a des grosses, des petites, des moyennes, des chaudes, des froides, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de conditions réunies. Mais nous y viendrons. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est montrer cette image-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas éteindre les lampes devant et allumer celle du fond? C'est possible ou c'est compliqué? On ne va pas démonter chaque ampoule, mais c'est-à-dire, de toute façon, ce n'est pas la peine d'éclairer l'écran, c'est ça que je veux dire. Enfin, n'éteignez pas tout parce que tout le monde va dormir. Donc voilà, je vous montre cette image traditionnelle qui est une image symbolique de l'astronomie. D'une part parce que j'ai travaillé de nombreuses années de ma vie sur ce sujet, de Saturne, et c'est une image qui a été prise par la sonde Cassini alors qu'elle était en route de la Terre vers Saturne. Et vous voyez que sur Terre, quand nous voulons comprendre quelque chose, nous avons nos 5 sens. On peut écouter, on peut toucher, on peut goûter, on peut regarder. Mais dans l'astronomie, on ne peut pas toucher les étoiles, on ne peut pas goûter la galaxie, on peut que regarder. Il y a donc la lumière est le seul moyen de voir. Mais la lumière, le problème, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, Saturne étant plus loin, l'angle sous lequel nous voyons Saturne est un peu toujours le même.
Donc si on veut savoir à quoi ressemble Saturne, on va tourner autour, ce qu'on fait avec l'émission Cassini. Si je veux voir à quoi ressemble ce pointeur que j'ai dans la main, ben je le regarde en lumière diffusée, en lumière réfléchie, je le tourne dans tous les sens. C'est ce qu'on va faire. Alors vous avez Saturne avec le Soleil dans le dos, eh bien avançons, et voici Saturne avec le Soleil dans les yeux. Et vous voyez cette photo, le Soleil est derrière, la sonde est par là, et c'est la même chose que sur la plage, l'été, photographié à contre-jour, votre personnage préféré, un maillot de bain. Vous avez les poils qui brillent. Alors ça, c'est pas les poils de Saturne, c'est toute la poussière qu'il y a autour. Et regardez, au bout de cette flèche, il y a un petit point. Et vous dites, ah bah oui, ben c'est un satellite de Saturne. Pas du tout. Ce petit point, c'est la Terre. Et donc, le jour où on a pris cette photo, la Belgique était du bon côté. Et donc, vous êtes sur la photo. Donc, j'ai tenu, pour se célébrer ça, qu'on se retrouve ensemble, une photo de groupe, vous voyez. Quand on me demande des papiers d'identité, c'est ce que je donne. C'est la photo, en plus, avec tous mes copains. Et donc, Saturne et la Terre, c'est pas uniquement pour faire de jolies photos. C'est qu'aller voir Saturne, c'est une manière de mieux connaître la Terre. Pourquoi ? Parce que nous faisons maintenant ce qui s'appelle la planétologie comparée, c'est-à-dire que la Terre, on est inquiet de son futur, de ce qui va se passer, est-ce qu'on pollue, est-ce qu'on ne pollue pas, est-ce que le climat change, est-ce qu'il ne change pas, etc. Eh bien, si on regarde d'autres objets, d'autres planètes, il en est des plus gros, des plus petits, des plus chauds, des plus froids, des plus denses, des moins denses. Et en comparant chaque objet, eh bien, nous comprenons le rôle de la température, de la pression, de la densité, etc. Et nous connaissons mieux la Terre. Et chacun sait que ce n'est pas en restant... Dans la vie en général, quand vous avez un problème, ce n'est pas en restant le nez au ras des pâquerettes pour parler vulgairement que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Ben, prendre du recul, c'est de l'astronomie. Autrement dit, en regardant les autres, en comparant, on progresse. Ce qui devrait être une leçon, à savoir que ce n'est pas en mettant des frontières qu'on progresse, mais ça, c'est un autre sujet. Alors ça, c'est le dernier bouquin m'a fait commettre Dean Jacob pour raconter s'il y a d'autres terres ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Alors déjà, cette diapositive-là illustre le point suivant. C'est que si on regarde l'histoire de l'univers, l'histoire des sciences, l'histoire de l'astronomie, il y a eu dans l'histoire de l'humanité 3 grandes périodes. L'Antiquité, les Grecs, la Renaissance scientifique et le XXIe siècle. Les 3 grandes périodes, l'image de gauche, mon pointeur ne marche pas, mais il est comme moi, il est fatigué. Bon, donc cette image-là, vous reconnaissez tous le temple de Delphes, en Grèce, et un de nos collègues a photographié le Soleil tous les matins à 6 h du matin. Et voici la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel. Alors, il y a des endroits où il y a interruption parce qu'il y a des nuages, tout simplement. Et donc, voici la trajectoire du Soleil dans le ciel. Eh bien, pour moi, cette diapositive représente les 2 manières de concevoir le monde. La première manière, c'est l'oracle. C'est aller voir l'oracle. Et c'était en gros des jeunes filles habillées de robes un peu spectaculaires qui disaient des choses. Et puis vous allez l'oracle et vous dites « Alors, dis-moi, raconte-moi, le monde, c'est quoi? Comment ça se passe? Le futur ?» Et on vous répondait « Aïe-gnon ». Bon. Et on sortait, il y avait un commerce florissant aux alentours. L'histoire, c'est qu'il y avait là une source de produits un peu... Je fais quoi avec ça? Un pointeur qui marche. Oh, il est un peu faiblard, votre pointeur. Bon, merci de me pointer. Et c'est comme ça. Bon, on y va, merci. Donc voilà, vous aviez des jeunes filles là. Eh bien, parler vulgairement, les jeunes filles avaient une source d'un produit un peu polluant, donc elles avaient un peu fumé la moquette, répondaient n'importe quoi. Donc vous voyez, pour comprendre le monde, on va voir l'oracle. Bon. Et l'autre manière, on essaie de comprendre le mouvement du Soleil. Donc moi, je vous parlerai de la partie supérieure de la diapo. Ça, c'est un petit problème. À 15 ans, c'est le résoudre. Un problème de géométrie très simple. La deuxième période, c'est la Renaissance scientifique, symbolisée à mes yeux par ces 2 images, la statue de Giordano Bruno à Rome et la lunette de Galilée. Giordano Bruno disait « Les étoiles sont des soleils lointains. Les étoiles sont entourées de planètes. La vie existe sur ces planètes. » Toute chose qu'on dit à nos étudiants chaque jour. Pour ça, il a été brûlé en place publique le 17 février 1600. Bon, il disait aussi que Marie n'était pas vierge. Ça n'avait pas plu. Hein. Et donc, Giordano Bruno, on l'a brûlé. Et puis, 9 ans plus tard, la lunette de Galilée. Galilée n'a pas inventé la lunette. Simplement, au Moyen-Âge, les hommes âgés étaient un peu plus riches que les hommes jeunes. Les hommes âgés, on l'a vu, qui baissent. Donc, il y a des artisans qui polissaient du verre. Et quand vous polissez du verre, ça fait des verres, des lunettes. Et on payait très cher, les hommes âgés payaient très cher les lunettes, et certains artisans avaient un talent particulier pour les polir. Il y a des traités qu'on a retrouvés qui sont très instructifs sur ce point-là. Et puis un beau jour, un petit peu avant 1600, il y a des gens qui ont mis 2 lentilles face à face,
eh ben, selon comme vous les disposez, vous inventez le microscope ou le télescope. Le microscope, c'est l'infiniment petit. Le télescope, c'est l'infiniment grand. À la même époque, c'est inventé. Galilée, quand quelques jours du mois de juillet 1609, a fait la plus grande moisson de découvertes qu'on puisse imaginer. Il découvre des anneaux autour de Saturne, il découvre plein d'étoiles dans la Voie lactée, il découvre des taches sur le Soleil, ça fait pas propre, il découvre des cratères sur la Lune, il découvre plein de choses. Et il découvre des satellites de Jupiter. Et là, c'est un coup de canif qu'on donne au dogme, puisqu'à l'époque, on disait la Terre est au centre de l'univers et tout tourne autour de la Terre. Et là, on voyait des objets qui tournaient autour d'autre chose que la Terre. Donc le dogme a reçu un coup de canif dont il ne s'est jamais remis d'ailleurs. Et donc cette renaissance scientifique, pour moi, est la raison profonde pour laquelle l'Europe est en avance sur tous les autres pays du monde pendant quelques siècles. Chose que n'ont pas connues ni les Chinois, ni les Arabes, ni les Mayas, les Aztèques, enfin que sais-je. Et donc c'est la science qui fait le siècle des Lumières, qui fait le 19e siècle que nous connaissons. Et maintenant, on a beaucoup de bureaucrates et moins de scientifiques, hélas. Alors, et le 21e siècle, qu'est-ce qui change? Le 21e siècle, on a des fusées. Elles vont au-delà de l'atmosphère. Et ces fusées nous révèlent deux choses. Premièrement, on va visiter les planètes. Ce qui n'était que des points de lumière dans le ciel deviennent des mondes à part entière. Et avec des détails de l'ordre du kilomètre, de la centaine de mètres, même du centimètre, sur beaucoup de ces planètes, nous révèlent des mondes tout à fait inattendus. Et donc, on peut comparer la Terre à ces mondes-là. Et d'autre part, nous révèlent que toutes les lumières que nos yeux ne voient pas, je pense au rayonnement X, au rayonnement gamma, l'ultraviolet, l'infrarouge, tous ces rayonnements-là sont arrêtés par l'atmosphère terrestre. Si les rayons X et les rayons gamma passaient, vous seriez mort. Donc, l'atmosphère est un voile qui nous protège, permet de respirer aussi. Mais foule d'informations est transmise par ces rayonnements. Et nous ne les voyions pas jusqu'à présent. Et le fait d'aller au-delà de l'atmosphère nous permet de les recevoir et d'avoir un univers très différent de ce que nous imaginions jusque-là. Donc le voile protecteur de l'atmosphère, c'est très bien, mais chacun sait que dans la vie, quand on retire un voile, on fait un progrès. Donc, en gros, vous voyez, nous avons retiré le voile, nous observons le ciel, nous découvrons les planètes, et les grandes questions que les métaphysiciens se posent depuis des siècles, eh bien, je crois que la science peut apporter son écho là-dessus. C'est des questions comme le temps, qu'est-ce que c'est? La vie, qu'est-ce que c'est? L'espace, qu'est-ce que c'est? La matière, qu'est-ce que c'est? Alors le temps, bon, est-ce que c'est ce qui passe quand rien ne se passe? Certains de mes collègues à Saclay me disent le temps, André, n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Bon, j'en sais rien, je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, finalement, le temps, on n'a pas compris. Bon, alors passons à autre chose, l'espace. Ben, moi, je vous dis, l'espace, ça n'existe pas. Ce que nous appelons espace, c'est l'environnement de la matière. Il n'y a pas un espace dans lequel on serait avec un haut, un bas. Non, non, il n'y a pas d'espace, ça n'existe pas. Alors la matière, c'est quoi? Alors vous savez qu'en Suisse, à Genève, à la frontière franco-suisse, on a mis un accélérateur de particules qui fait des particules qui passent sans arrêt la frontière sans jamais voir un douanier, et on doit trouver le fameux boson de Higgs, etc. Ben oui, mais on a un modèle de définition des particules. Je ne suis pas physicien des particules, mais s'il y a 24 particules, ça me paraît bien compliqué. La nature me semble être plus simple que ça. La matière, on n'a pas vraiment compris. Alors cherchons autre chose. La vie, c'est quoi? Ben, la vie, c'est le fait de se reproduire. Ben non, des cristaux de glace, ça se reproduit. C'est pas la vie. C'est le fait de respirer, c'est le fait d'avoir des déchets. C'est un peu tout ça, probablement. En un mot, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous voyez, on démarre de pas grand-chose. Mais je crois que sans la science, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Pourtant, beaucoup s'y sont essayés depuis des millénaires. Alors, quelques mots sur la science. Le 21e siècle. Moi, je passe mon temps autour de Saturne. Puis, de temps en temps, je reviens sur Terre. J'allume la télé, je prends un journal, et là, j'entends oh, c'est épouvantable, c'est la crise, c'est le chômage, il y a du terrorisme, il y a de la violence, c'est épouvantable. Autrement dit, il n'y a que les homo tristus qui ont la parole. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je considère qu'on vit dans une période merveilleuse. On n'a jamais été aussi bien soigné, on n'a jamais fait tant de découvertes, on n'a jamais vécu aussi vieux, on n'a jamais fait autant de choses. Au Moyen-Âge, à 30 ans, on était mort. Les hommes à la guerre et les femmes en couche. Bon, aujourd'hui, ça se passe un peu mieux. Il y a même mes générations d'avant, mes grands-parents, parents, n'ont pas les conditions que nous connaissons. Et pourtant, on ne parle que de malheur. Et chacun même, c'est leur fonds de commerce. C'est comme ça qu'ils vendent leurs journaux ou qu'ils développent leur parti politique. Et donc, dans l'Antiquité, quand un messager portait une mauvaise nouvelle, on le mettait à mort. Donc je ne demande pas qu'on mette à mort tous ces gens-là, mais je proposerais qu'on réagisse différemment. Et donc vous voyez le sort que je réserve aux homo tristus, sachant que je préfère les homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles. Et en tout cas, la tristesse, c'est communicatif, comme l'enthousiasme. Donc arrêtons de dire « Ah, c'est épouvantable ». Oui, il y a des problèmes, je sais bien, mais c'était bien pire avant. Alors finalement, la science, ça sert à quoi? Autrement dit, j'essaie de justifier, est-il naturel que la République française me paye un salaire astronomique chaque mois? Est-ce que j'essaie de me justifier auprès de vous?
Alors, d'une part, il y a deux types de sciences. Il y a la science appliquée et la science fondamentale, que trop souvent on mélange. La science appliquée n'a pour seul but que de nous rendre la vie plus facile. Très bien, on applique des découvertes, etc. J'en parlerai pas ici, mais la science fondamentale. La science fondamentale, elle a pour seul but de comprendre le monde. On essaye de comprendre le monde. Et elle repose sur deux postulats. Ces deux postulats, c'est que le monde obéit à des lois et que nous sommes capables de comprendre les lois. Alors déjà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Quel est notre outil pour comprendre? Le cerveau. Bon, très bien. Mais d'autres animaux ont le cerveau. Les chiens, les chats, les dinosaures, etc. ont le cerveau. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent comprendre les lois de l'univers. Or, si vous prenez votre chien, votre chat, un bonobo, une girafe, etc., ces animaux partagent avec vous plus de 90% du code génétique. Or, moi, je suis persuadé que mon chien n'a rien compris à Einstein. Ouais, il ne l'a pas dit, peut-être. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire que pour le petit pourcentage que j'ai en plus, moi, je comprendrais tout et il ne comprendrait rien? Donc, en gros, à la question « sommes-nous capables de comprendre l'univers et ses lois ?» ma réponse est aussi claire, je n'en sais rien. Et comme j'en sais rien, j'essaye. Et quand on essaye, depuis 2000 ans, ça marche pas mal. Donc on continue. Mais vous voyez bien que derrière ça, il doit y avoir une sacrée humilité, un sacré doute. En aucun cas, on détient des vérités absolues, etc. On a du doute et on essaye. Alors, comme je dis souvent, en science, un scientifique ne vous dit jamais la vérité. Mais un scientifique peut vous dire ce qui est faux. Si vous me demandez comment s'est formé le système solaire, je peux vous dire comment il ne s'est pas formé. Mais je peux vous dire quelle est la meilleure théorie que nous ayons. Mais je ne peux encore qu'à vous dire j'ai raison. D'ailleurs, quand quelqu'un dans la vie dit « moi j'ai raison, moi je détiens la vérité », il vous donne une information importante, c'est qu'il n'est pas très intelligent. Il ne faut pas lui dire, parce qu'après ça lui donne des complexes, soit plein psy, c'est compliqué. Et donc, vous voyez bien qu'une proposition n'est scientifique, comme l'a dit Karl Popper bien avant et bien mieux que moi, que si elle est réfutable. Autrement dit, si je vous dis quelque chose et que vous pouvez montrer que j'ai tort, alors ma phrase est scientifique. Si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas montrer que j'ai tort, alors ma phrase n'est pas scientifique. Prenez un exemple non polémique, parce que je pensais des polémiques. Non polémique. Si je vous dis les vaches sont persuadées que les trains ont été construits pour les distraire, personne ne peut me montrer que j'ai tort. Cette phrase n'est pas scientifique. Si je vous dis toutes les vaches sont noires, il suffit d'en trouver une marron, une noire, une blanche ou une tachetée pour montrer que j'ai tort. Cette seconde phrase est scientifique. Amusez-vous dans la vie, quand quelqu'un vous dit quelque chose, de jouer à ce jeu-là. Vous verrez que dans les discours des économistes, des politiciens, enfin je ne veux critiquer personne, vous trouverez des choses intéressantes. Et donc, comment se fait la science? La science repose sur deux piliers. Il y a d'une part l'observation du monde, si je suis astronome, si je suis géophysicien, j'observe le monde. Et d'autre part, et si je suis physicien ou chimiste, j'expérimente dans mon laboratoire. Donc, observation, expérimentation. Et d'autre part, l'interprétation, la théorie. Si j'observe le monde sans jamais essayer de le comprendre, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si je fais une théorie sur le monde sans la confronter à la réalité, ça c'est dangereux. Et là, ce cours des siècles, on l'a trop souvent fait. Pensez donc à l'Inquisition chez les chrétiens, aux fondamentalistes musulmans, au camp nazi, au camp sibérien. Des gens qui ont des théories et qui massacrent ceux qui ne pensent pas comme eux, parce que bon, ils ne confondent pas la réalité. Donc je pense que science et progrès sont nécessaires. Et pour moi, la science est un rempart contre la violence. C'est bien d'envoyer la police contre la violence, mais c'est encore mieux de cultiver, de jouer sur la culture. Parce que, en fait, nous savons tous que la violence n'est pas la fille de la pauvreté. La violence, c'est la fille de l'inculture. Quand deux personnes se disputent, tant qu'elles utilisent des mots, elles s'injurient. Mais à un moment donné, il y en a un qui n'a plus d'argument. Alors là, le coup de poing s'en va. On frappe quand on ne sait plus quoi dire. La violence, c'est le début de l'incompétence. Et donc, je crois que la culture, pour ça, est essentielle. Et pour avoir, j'en parlais tout à l'heure, été dans différents quartiers difficiles que nous avons dans certaines banlieues en France, devant des gamins qui ont des conditions difficiles, j'ai constaté que leur parler un petit peu de recherche, de culture et de science, c'est leur ouvrir une fenêtre qu'ils n'avaient même pas imaginée. Et combien les yeux commençaient à briller, combien c'est une piste qu'on n'a pas, à mon avis, suffisamment utilisée. C'est aussi une protection de l'obscurantisme. Et quand je parle d'obscurantisme, je ne parle pas que d'obscurantisme religieux. Quand vous pensez qu'au XXIe siècle, il n'y a encore des journaux qui publient un horoscope, quand même. Hein. Bon, je veux dire, vous vous rendez compte. Hein, quand vous pensez, je ne vais pas citer, mais il y a plein d'exemples dans la vie de tous les jours où on est obscurantiste. Donc là aussi, je crois qu'un peu de culture scientifique, ça ne fait pas de mal. C'est aussi la lutte contre le chômage.
Parce que ce n'est pas en faisant des chemises à bon marché qu'ils font ça mieux que nous en Asie du Sud-Est, mais c'est en faisant preuve d'initiative, d'innovation, en trouvant des choses. Et là, la science est fort utile. Et si un jour je voulais me présenter à une présidence de la République ou un poste de Premier ministre, mon programme reposerait sur 3 priorités: la culture, l'éducation et la recherche, à l'exclusion des autres. Ce n'est pas toujours ce que j'entends des hommes politiques qui passent à la télévision. Alors maintenant, le problème que nous avons avec la science, c'est que de siècles passés, les scientifiques étaient présents dans la société civile, on ne l'est plus. Peut-être on est responsable, hein, ça ne nous intéresse pas. Et surtout, nous sommes dans une bureaucratie épouvantable. Ça, j'ai résumé un petit peu actuellement la situation de la bureaucratie européenne, hein, voyez, où en gros, les crédits arrivent de manière importante, et en passant chez tous les bureaucrates, il reste 3 gouttes à la sortie. Hein. Et ce que je sors souvent, c'est que les chercheurs européens ne font plus de science, ils font des dossiers. Hein. Et donc, ils n'ont plus le temps de faire de la science. Hein. Et ce que je disais tout à l'heure en discussion que nous avions avant la conférence, pour moi, ça ressemblerait à une compagnie aérienne qui recruterait des pilotes, mais qui oublierait d'acheter des avions. Donc les pilotes ne piloteraient pas les avions, mais ils feraient des dossiers pour acheter des avions à bon marché. Hein. Et donc, on n'aurait pas le temps de piloter, évidemment. C'est à la scientifique qui font des dossiers. Bon, Alors, au passage, je voudrais rendre hommage à 2 de nos ancêtres. Erasme. Erasme a dit une phrase qui me paraît fondamentale: homo fit non nascitur. Ça veut dire on ne naît pas homme, on le devient. Autrement dit, d'un être qui naît, vous pouvez faire un monstre ou quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est l'éducation qui fait la différence. Tout est là. Hein. Et d'autre part, Fontenelle, qui a pour moi donné la meilleure définition de la science. La science, pour lui, c'est l'esprit curieux et les yeux mauvais. C'est ça, la science. Fontenelle, vous savez, c'est cet homme qui a vécu 100 ans à l'époque de Louis XIV, Louis XIV, Louis XV, qui était rare à l'époque. Et cet homme qui avait un certain tempérament, quand il avait 90 ans et qu'il voyait une jeune fille charmante, il disait « Si seulement j'avais 80 ans !» Et donc, il avait eu tempérament, cet homme. Hein. Alors maintenant, je vous dis, je veux observer le monde, je veux expérimenter. Mais qu'est-ce que je vais observer? Si je veux étudier un homme, par exemple, qu'est-ce que j'étudie? Le masque? Le corps? La radio? Ou le vêtement? Autrement dit, quand j'observe un phénomène, est-ce que je n'ai pas un point de vue très partiel? Je n'ai pas une vue d'ensemble. Et ce que je vois, comment je vais l'interpréter? Je vous ai eu 2 blagues. Il est un peu tard le soir, on peut se permettre de faire quelques petites blagues, puis à mon âge, on peut... Et en gros, vous connaissez l'histoire des pygmées aveugles. Hein. C'est des pygmées, ils sont aveugles, mais ils sont tout petits, mais ils veulent connaître le monde. Alors ils partent dans la jungle explorer le monde. Ils tâtonnent, ils sont aveugles. Hein. Puis ils rencontrent un éléphant. Alors il y en a un qui touche la patte de l'éléphant, un qui touche la queue de l'éléphant, un qui touche l'oreille de l'éléphant, un qui touche la trompe de l'éléphant, un qui touche les défenses de l'éléphant, etc. Chacun rentre dans son village, chacun raconte ce qu'il a vu, chacun a raison. Ils n'ont pas compris que c'était un éléphant. Donc attention, quand on voit une chose, on n'est pas sûr de dominer le sujet. Par ailleurs, l'interprétation, comment on fait? Vous connaissez la blague du savant fou et du directeur de cirque. Hein, c'est un savant, il est fou. Il va dans un cirque. Il dit au directeur, passe-moi une puce savante. Alors il prend la puce, il dit saute. La puce saute. Il coupe une patte de la puce, il est fou, hein. Saute, elle saute. Il coupe la 2e patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la 3e patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute, elle saute plus. Donc le savant déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Donc vous voyez, quand on interprète, ça, je pense à certains amis et certains collègues cosmologiques. Enfin non, je n'ai rien dit. Hein. C'est sur ce genre d'interprétation. Alors, donc vous voyez, qu'est-ce que je vois, comment j'interprète? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons que la lumière. Je vais vous donner un exemple de... Quand j'étais petit, dans les années 40, chez mes parents, on chauffait au charbon. Alors le charbon, j'avais repéré, c'était noir. Puis moi, je passais mes mains sur le charbon et je peignais les murs. Hein. Ça énervait beaucoup ma maman, mais moi, ça m'amusait beaucoup. Hein. Et puis l'hiver arrivait, le charbon chauffait, était rouge. Bon, j'ai fait une fois, mais je n'ai pas fait 2. Hein. Donc ça veut dire que la couleur vous donne la température. Donc déjà, le monde que vous regardez, vous avez une foule d'indications. Enfin, ceux qui, à 2 ans, n'ont pas compris que la couleur donne la température, ça s'appelle la sélection naturelle. Hein, donc en gros, nous, les étoiles, vous voyez ici, elles sont de couleurs différentes qui vous donnent la température de l'atmosphère de l'étoile, bien entendu. Alors, nous, astronomes, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'attraper la lumière. Vous voyez, à gauche, chez moi, en tenue de travail. Et puis, il y a des télescopes optiques, il y a des radiotélescopes, il y a des télescopes autour de la Terre. Nous avons un télescope Hubble de 1,40 m de diamètre
Il y en a un de 6 mètres de diamètre qui va être lancé, qui a eu quelques problèmes, puisqu'on aurait dû le lancer en 2014. Mais le directeur de l'Institut, fabricant ça, a fait un dépassement de crédit d'1,5 milliard de dollars. Alors on l'a vidé. Hein. On a mis un nouveau directeur qui a fait un autre dépassement de crédit d'1,5 milliard de dollars. Donc on l'a vidé. Alors les républicains au Congrès voulaient supprimer les crédits. Heureusement qu'Obama était au pouvoir. Et du coup, on a gardé les crédits. En 2018, ça devrait être lancé un télescope donc de 6 mètres de diamètre. Et ici, c'est un des instruments infrarouges qu'on fabrique dans notre labo à Saclay, donc un détecteur infrarouge. Et j'aime bien montrer cette diapo pour montrer que chez nous, c'est les hommes qui portent la burqa, pas les femmes. Hein. C'est l'homme. Alors, dans la lumière, quand je vous dis on observe le monde, oui, mais tout ça, on a des problèmes quotidiens et tout. La lumière, ça a plein d'applications. Quand vous allez à l'hôpital passer un scanner, eh bien, le logiciel qui est utilisé pour cela, eh bien, a été écrit par un astronome qui voulait reconstituer les galaxies à 3 dimensions. En gros, la découverte est française, le brevet est américain. Ça, c'est un classique. Hein. Et quand vous allez vous faire opérer des yeux, eh bien, une technique qui s'appelle l'optique adaptative pour mieux voir les étoiles à travers l'atmosphère turbulente a été inventée par les astronomes et a des applications sur la chirurgie de l'œil et vous permettra, puisque ça démarre, d'être mieux soigné. Et là aussi, la découverte est française, le brevet est américain, c'est un classique du genre. Alors là, simplement, je vous ai dit le ciel, eh bien, tel qu'on le voyait jusqu'à présent. Vous connaissez Van Gogh, on est à Arles, au bord du Rhône, le ciel étoilé, c'est ce que se voient nos yeux. Eh bien, en fait, Van Gogh est en bonne santé quand il peint cette toile. Puis il tombe malade, il devient complètement fou, on l'enferme, il continue à peindre. Alors là, est-ce que la diapo va sortir? Oui. Et voilà ce qu'il peint. Il est fou, il faut être fou pour peindre ça. Eh bien, je peux vous dire que le ciel que peint Van Gogh là ressemble beaucoup plus à la réalité que le ciel précédent. Autrement dit, si nos yeux voyaient tous les rayonnements, ultraviolet, X, gamma, etc., nous verrions un ciel changeant, bouillonnant, actif chaque soir. Et vous pouvez imaginer que la métaphysique eût été sur Terre fort différente dans ce cas-là. Et ce ciel serein qu'on voit chaque jour n'est qu'une vue très partielle de l'univers. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous explorons les planètes. Ça, c'est un dessin de Granville de 1850 qui représentait le rêve de nos ancêtres d'aller d'une planète à l'autre. Ben, ce rêve est une réalité, avec une technique légèrement différente. Hein, et explorer les planètes, ça a plein de conséquences. Par exemple, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Eh bien, étudier les couloirs thermiques de Vénus et celles de Mars n'est peut-être pas totalement inutile. Vénus, cette planète à qui on a donné le nom de la déesse de l'amour, qu'on imaginait encore habiter il y a quelques dizaines d'années, eh bien en fait, a une température au sol de 400 degrés, une atmosphère de dioxyde de carbone et un petit peu d'acide sulfurique chlorhydrique en suspension pour donner du goût. Hein. Donc c'est un enfer. Hein. Je n'ai pas dit que l'amour était un enfer, je dis que Vénus est un enfer. Donc c'est épouvantable. C'est-à-dire l'effet de serre a explosé et donc toute vie est totalement impossible. Sur Mars, au contraire, au début, sur Mars, le climat était doux, humide, le ciel était un peu de couleur jaune, de l'eau coulait, il y avait des mers, des fleuves, etc. Et on imagine même que la vie a dû démarrer sur Mars avant de démarrer sur Terre, les conditions étant plutôt meilleures. L'effet de serre a avorté, donc il n'y a plus de vie possible sur Mars. Sous-sol éventuellement, mais en tout cas pas en surface. La Terre est au milieu. Mais pour savoir quelle sauce on sera mangé, c'est peut-être pas complètement idiot d'étudier ce qui s'est passé dans ces deux cas-là. L'autre mot-clé aussi, c'est le mot évolution. Vous avez montré ici, dans 250 millions d'années, où sera Bruxelles, hein, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire. Hein. Entre parenthèses, si vous achetez une maison dans le coin, hein, vous dites que les conditions vont se dégrader, qu'ils ont intérêt à vendre rapidement et à un bon prix. Vous barrez simplement 250 millions d'années. Hein. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas statique. Les choses ne sont pas comme elles étaient au début, changent tout le temps, comme là certains le prétendent au milieu des États-Unis ou du côté du Moyen-Orient. J'en ai une vue de Paris aujourd'hui. Paris dans 250 millions d'années et Paris dans 1 milliard d'années. Dans 1 milliard d'années, il n'y a plus d'eau sur Terre. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'il y a dans les bouquins, la chaleur du Soleil est de plus en plus grande avec le temps. Aujourd'hui, le Soleil est 30% plus chaud qu'il n'était quand la vie a démarré. Pour une raison très simple, c'est que le Soleil, vous avez des réactions de fusion thermonucléaire au centre du Soleil, où 4 atomes d'hydrogène font un atome d'hélium. 4 atomes d'hydrogène, ça prend un plus grand volume qu'un seul atome d'hélium. Donc avec le temps, le truc se condense, la densité augmente. Donc la densité augmente, la pression augmente, la température augmente, le Soleil est plus chaud. Donc la vie dans son évolution sur Terre a dû s'accommoder au fait que le Soleil est de plus en plus chaud. Et dans 1 milliard d'années, eh bien, la température sera telle sur Terre qu'il n'y aura plus d'eau liquide.
Donc, alors, rentrez pas chez vous désespérés. Hein, simplement, dites-vous que dans 1 milliard d'années, on a le temps de se retourner et de trouver une entreprise de déménagement ayant des bonnes références pour ailleurs, et dans un endroit sympathique. Et il ne manque pas d'endroits sympathiques dans l'univers. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Alors, justement, je vous disais qu'il y a 2 nouvelles vis-à-vis du problème de la vie. Donc, moi, je traite la vie, non pas en tant que biologiste, je ne suis pas biologiste, mais en tant qu'astronome. C'est ce qu'on trouve avec la mission Cassini et ce qu'on trouve avec les planètes extrasolaires. Mission Cassini, voici les pays impliqués dans cette mission. Vous voyez, France, Belgique, États-Unis sont bien placés. Et donc, c'est une mission commune qui est faite, qui consiste à tourner autour de Saturne. Alors, voici la sonde en question. Elle fait 5,7 tonnes. On a lancé donc 5,7 tonnes à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Si ça coûte cher, c'est qu'on n'en a pas fait beaucoup d'exemplaires. Hein, on n'en a pas vendu beaucoup. Hein, mais si vous le voulez. Alors vous voyez bien que vous avez une antenne de communication avec la Terre, que vous avez le champ électrique mesuré par ces antennes, que vous avez un radar. Il est où le radar déjà? Il est par là. Attends, il est par là. Vous avez nos caméras visibles, infrarouge, ultraviolet, etc. Évidemment, il n'y a pas de panneaux solaires. On est trop loin du Soleil, où il faut des panneaux solaires plus grands que plusieurs terrains de football. On s'est pas replié ça dans une fusée. Donc c'est du plutonium qui en se désintégrant vous donne de la chaleur, donc de l'électricité. Vous avez un magnétomètre qui est au bout d'une perche qui fait 11 mètres de long. Oui, parce que si vous mettiez le magnétomètre ici, on mesurait le champ magnétique dégagé par les instruments. Donc ça, c'est pas la peine d'aller aussi loin pour faire la mesure. Hein, donc voilà cette sonde qu'on a lancée donc avec succès en 1997. Et eh bien, on a survolé Vénus une première fois, on a survolé Vénus une seconde fois, on a survolé la Terre, on a survolé Jupiter, et on est arrivé le 1er juillet 2004 autour de Saturne. Un voyage qui a duré longtemps, parce que si vous faites un tir direct sur Saturne, vous n'avez pas assez d'énergie pour freiner. Donc il faut jouer au ping-pong entre les planètes, en choisissant la distance de passage pour être envoyé dans la bonne direction. Alors le 1er juillet, on croisait un peu les doigts, parce que normalement, ces sondes, on prend une assurance. Mais là, ça coûtait trop cher. Donc on n'a pas pris d'assurance, on n'avait pas vu que ça marche. Vous ne voyez pas remettre une cravate, prendre ça avec la caisse, aller vers le d'état, t'as pas 4 milliards qui traînent. Bon, donc on était inquiets. Donc voici l'arrivée de la sonde. La sonde arrive par là. Elle passe à travers le plan des anneaux de Saturne. Attention, elle ne coupe pas les anneaux, elle coupe le plan des anneaux. Là, on a l'antenne qui est dirigée vers la Terre, puisqu'on donne les ordres, on reçoit les données. Mais là, on retourne la sonde et on se sert de l'antenne comme bouclier. Et au moment où on a franchi le plan des anneaux de Saturne, on a eu 10 000 impacts. Heureusement qu'on s'est pris l'antenne comme bouclier, sinon l'électronique eût été détruite. Là, on met l'antenne derrière, on allume les moteurs, et il faut les allumer 95 minutes. Si vous faites un quart de seconde de trop, on s'écrase sur Saturne. Un quart de seconde pas assez, on quitte Saturne. Donc on veut bien viser. Et tout ça sans communication avec la Terre. Là, on retourne la sonde à nouveau, on met le bouclier en avant, on repasse et coucou, on se retourne vers la Terre. Coucou, ça a bien marché. Là, je vous dis, pendant 1h30, on était inquiets et ça a bien marché, heureusement. Et donc, la question qui est posée, c'est étudier tout ça. Hein, Saturne, ça ressemble à quoi? Les satellites, à quoi? Et les anneaux, ça ressemble à quoi? Alors, je ne vais pas vous décrire la mission, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Simplement, je vais vous dire une chose qui nous a beaucoup surpris. Vous avez ici la planète Saturne, vous avez ses anneaux, vous avez l'ombre des anneaux sur l'hémisphère sud, ici, vous avez Titan, qui est un satellite qui est à peu près que Mars, et vous avez un petit corps qui s'appelle Encelade. Moi, j'ai appris mes étudiants pendant plus de 30 ans, je leur ai dit, plus c'est petit, plus c'est mort. La Lune est petite, elle est géologiquement morte. La Terre est plus grosse, elle est géologiquement active. Il y a les tremblements de terre, les volcans, etc. Donc on est petit, on est mort. Donc Encelade, ça devrait être mort. On avait survolé Encelade avec la sonde Voyager 2. C'était au mois de... C'était en 1981, mois d'août, si mes souvenirs sont bons. Et là, manque de chance, la sonde a eu une panne. Je ne raconte pas l'histoire de voyage, qui est encore une autre histoire. Ce qui fait qu'on n'a pas vu Encelade comme on aurait vu. On a manqué une découverte. Cassini survole Encelade, et voilà à quoi ressemble un petit corps. Et vous savez, ces corps petits sont criblés de cratères, parce qu'ils sont bombardés sans arrêt. Là, il n'y a pas beaucoup de cratères, ce qui veut dire qu'il y a l'activité géologique. Et on s'attendait à un corps dont l'équateur serait chaud et le pôle serait froid. Et on trouve un corps dont l'équateur est froid et le pôle est chaud. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qu'il y ait de la géologie, il faut que ce soit actif. Je peux vous dire que ces photos, on les a prises en 2005. On a mis 4 ans pour comprendre. Et on a écrit un article au bout de 4 ans. On a mis 2 ans pour écrire l'article d'ailleurs. Et finalement, ce qu'on trouve, à notre grande surprise, c'est qu'un petit corps comme ça, il y a des geysers. Mais qui dit geyser dit énergie. Ça vient d'où? Alors on a une théorie, je ne vais pas rentrer dans le détail, où en fait vous avez d'une part les effets de marée avec Saturne, d'autre part des résonances avec d'autres satellites, d'autres différents phénomènes de dynamique en fait qui permettent de trouver des théories. J'espère que ça c'est la bonne, mais en gros vous avez des geysers. Et quand on regarde de plus près, quand vous savez ça en fonction du temps,
voici les endroits où on a trouvé des geysers pendant cette mission Cassini. Vous voyez, ces geysers éclatent le long de failles qu'on a ici. Donc on a étudié ce phénomène. Mais finalement, le résumé de tout ça, c'est que sur Encelade, vous avez de l'énergie, les geysers. Qu'est-ce qui provoque les geysers? C'est que sous le pôle sud, il y a un océan d'eau liquide. Et quand je dis eau, c'est de l'eau H2O, avec un petit peu salé, d'eau liquide qui est en dessous, à une température d'environ 20 degrés, et la chimie du carbone. Vous avez une très belle chimie du carbone, de l'eau liquide et de l'énergie. Si vous me demandez quelles conditions faut-il que la vie existe quelque part, je répondrai, il faut de l'énergie, de l'eau liquide et la chimie du carbone. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que dans les océans d'Encelade, il y a des dauphins et des baleines. Je suis en train de vous dire que les conditions pour la vie sont réunies. Alors, il faut aller voir ce qui se passe. Et les missions de l'Agence spatiale européenne et de la NASA des années 2020-2030, on va y retourner et on regardera. Et deux choses l'une. Ou bien on va trouver de la vie, alors ça veut dire que c'est extraordinaire. Il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Donc tous ceux qui prétendaient qu'on est unique, ceux-là, ils devront rabattre un peu leur caquet. Ou alors on ne trouve pas la vie. Et si on ne trouve pas la vie, ça veut dire que les conditions étaient réunies, la vie n'a pas démarré. Donc il nous manque un maillon pour comprendre ce qui s'est passé. De toute manière, c'est passionnant. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Encelade? On voit un dessin d'artiste, à quoi ça doit ressembler. Au passage, c'est un petit clin d'œil que j'ai envoyé à mes copains américains. Quand vous visitez le château de Versailles à Paris, vous avez différents bassins dans le château de Versailles. Voici le bassin Encelade, du nom de dieu grec. Et donc, j'ai dit aux copains américains, voilà, Louis XIV avait compris avant nous. Donc, vous avez exactement le phénomène qu'il y a sur Encelade dans les jardins du château de Versailles. Et alors, ce phénomène-là sur Encelade, il n'est pas unique. Vous regardez Triton, satellite de Neptune, vous avez des geysers. Quand on a survolé en 1989, au mois d'août, Triton, Neptune, voilà ce qu'on trouve. On trouve des traces noires. Pas compris ce que c'était sur le coup. On a mis plusieurs mois pour voir une photo ici. Bon, en gros, on est passé à 27 km par seconde. On a pris 3 images à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un trait vertical, un trait horizontal et un trait parallèle. Le trait vertical, c'est un geyser. Le trait horizontal, c'est ce qu'on appelle en météorologie la couche d'inversion. Vous avez un nuage qui se forme en haut du geyser. Et le trait là en dessous, c'est l'ombre du nuage sur le sol de Triton. Dire, ouais, geyser, je connais, j'ai été à Yellowstone, j'ai été en Islande, c'est connu, ça fait 20 mètres de haut, j'ai pris des photos, les copains trouvaient que c'était beau et tout. Non, mais les geysers en Islande ou Yellowstone, ça fait 20 mètres. Là, le geyser, il fait 8 km. C'est du geyser. C'est autre chose, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut de l'énergie. Et donc, sous Triton, satellite de Neptune, il y a un océan d'eau liquide. Sous Europe, satellite de Jupiter, un océan d'eau liquide. Sous Ganymède, satellite de Jupiter, un océan d'eau liquide. Sous Encelade, je vous l'ai dit, un océan d'eau liquide. Sous Titan, satellite de Saturne, un océan d'eau liquide. Autrement dit, ce phénomène d'océan d'eau liquide avec énergie et chimie du carbone, il se reproduit sur pratiquement tous les satellites de Jupiter. Qu'est-ce que ça a donné? On n'en sait rien, mais ça nous ouvre une page extraordinaire. Alors voici ici, ça c'est Europe, vous voyez une Europe, et voici le dessin, donc un océan, puis des geysers au-dessus. Ça c'est Callisto, satellite de Jupiter. Vous voyez, Callisto, il y a une collision. Qu'est-ce que je fais? Non, ça va, la table a pas mal. Donc Callisto, il y a une collision ici, avec, vous voyez, là, ça a cogné, ça fait un cratère de 400 km. Et on a la même chose sur Mercure, mais à l'antipode, il y a eu des ondes sismiques, ça fait des fractures. Et voici l'antipode de ce point-là, aucune fracture. Ça veut dire que l'onde sismique a été amortie. Amortie par quoi? Par un océan souterrain. Même phénomène sur Callisto. Autrement dit, vous avez 3 cas de figure. Vous avez de l'eau à l'air libre, c'est sur Terre. Vous avez de l'eau, une poche souterraine, c'est peut-être sur Mars. Et vous avez de l'eau sous la banquise, c'est les satellites que je citais, Europe, Encelade, Triton, etc. Alors, en passant rapidement, vous voyez la Terre, les tailles sont respectées, la Terre, Vénus, Mars, voici Titan. Titan, pratiquement la taille de Mars. Alors Titan, on savait déjà depuis un moment qu'il y avait du méthane. Alors le méthane, sur Terre, il y a du méthane, ça vient d'où? Ça vient des vaches qui se laissent un peu aller. Mais on pense qu'il y a peu de vaches sur Titan. Donc d'où vient le méthane? Donc une chimie du carbone intéressante, on va voir ça. Et je n'ai pas le temps de faire la série de Vertaine, mais voici une des découvertes qu'on fait avec nos caméras. Titan donc a une atmosphère qu'on ne voit pas en visible. Quand on pousse vers l'infrarouge, voilà ce qu'on voit, une tache noire. Et c'était, par nos caméras, une découverte d'un lac liquide. Ah mais attendez, un lac liquide, c'est pas possible sur Titan. Il fait moins 200 degrés. Ah oui, mais c'est pas de l'eau liquide, c'est du méthane liquide. Autrement dit, le sol de Titan, c'est un sol jaunâtre, avec des lacs noirs et des rivages bleus.
Alors les lacs noirs, c'est du méthane liquide. Au gré des saisons, ce méthane s'évapore pour donner des nuages de méthane, et puis des pluies de méthane, et puis des rivières de méthane. Vous voyez, le cycle du méthane sur la base de Titan, c'est comme le cycle de l'eau sur Terre. Et vous avez ce qui est ici de couleur jaunâtre, c'est de l'eau, la glace, mais c'est de la glace. À moins 200 degrés, c'est de la glace, c'est solide. Et l'eau à moins 200 degrés est plus dure que la roche sur Terre. Vous voyez donc à la surface de Titan des rivières de méthane alimentant des lacs de méthane couverts de nuages de méthane, tout ça coulant dans un paysage de glace d'eau. Et en sous-sol de Titan, des océans d'eau liquide. Vous voyez qu'il y a un peu de variété. D'ailleurs, si vous voulez que vos petits-enfants fassent fortune, vous leur conseillez d'ouvrir une agence de voyage interplanétaire. Là, ça ira bien. Alors, vous voyez à quoi ressemble Titan, par exemple. Un petit montage. Ceci est réel. On a simplement repris nos images. Vous avez donc ce lac, comment dirais-je, de couleur noirâtre. Vous avez en bordure des collines qui sont peu élevées, qui font simplement quelques centaines de mètres de hauteur, 700 mètres, 800 mètres. Vous avez les rivages du lac avant que les promoteurs ne s'en emparent. Et vous avez ici oui, ce paysage avec... Là, on mettrait bien un petit port de pêche, sympa. Et donc, voilà à quoi ressemblent ces paysages-là, mais avec un liquide qui n'est pas de l'eau. Et vous avez probablement de l'autre côté, on va devoir la rivière qui alimente le lac. Voilà, la rivière et un delta qui alimente le lac. Autrement dit, de tout ce que je vous dis là, vous voyez bien que déjà nous avons la vision qu'en allant se promener dans l'univers, il y a une foule d'endroits très différents de ce qui existe sur Terre et qu'un univers des possibles et des probables s'ouvre complètement à nous. Là, au passage, c'est Pluton qui a été photographié qui n'est pas une planète, comme vous l'avez fait remarquer. Logiquement, là, j'ai eu quelques problèmes parce que vous savez que les Anglais avaient trouvé Uranus, que les Français avaient trouvé Neptune et que les Américains avaient annoncé la découverte de Pluton en 1930. Et donc, ils étaient contents. Et puis, Pluton, plus on avançait, plus on voyait c'était petit. C'est rigolo parce que si vous mesurez la masse de Pluton estimée chaque année, 1930, 35, 40, 50, etc., vous constatez que la masse de Pluton devient nulle en 2006. C'est le jour où on a déclaré que ce n'était pas une planète. Alors les Américains n'étaient pas contents. C'est un peuple encore jeune et un peu susceptible, mais enfin, ils évolueront. Et donc, ils n'étaient pas contents. Mais c'est un petit corps, c'est intéressant. Plus c'est petit, plus c'est joli. Mais vous voyez que là, la vie n'est pas possible. Voici une vue de Pluton au passage. Alors voilà, là, je n'ai toujours pas fini l'introduction, mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt commencer la conférence. Là, la question des origines. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. L'origine, eh bien, création ou éternité. Il y a deux théories qui sont affrontées chez les philosophes. Les uns disaient le monde a été créé. Les autres disaient non, le monde a existé de toute éternité. Et comme disait Pierre Dac, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et donc, les gens qui disaient mais non, tu ne peux pas créer quelque chose à partir de rien, c'est pas possible. Si quelque chose apparaît, c'est que ce qui lui a précédé contenait cette jeunesse du quelque chose. Et donc, d'ailleurs, si je demande à chacun d'entre vous, quelle est votre origine ? Vous n'allez pas me parler de votre enfance, vous allez me parler de l'histoire d'amour entre vos parents qui a donné à ce que vous êtes. Et vos parents sont le résultat d'une histoire d'amour des grands-parents, etc. Autrement dit, ce qu'on raconte toujours, c'est la fin de ce qui a précédé, et pas le début de l'histoire. Alors, l'origine de la vie sur Terre, c'est les conditions qui régnaient sur Terre au moment où la vie est apparue. L'origine de la Terre, c'est les conditions qui régnaient autour du Soleil au moment où le système solaire s'est formé. L'origine des étoiles, c'est les conditions qui existaient dans l'univers avant que les étoiles n'apparaissent. Et l'origine de l'univers, contrairement à ce qu'on voit dans les journaux, de temps en temps à la télévision ou ailleurs, ce qu'on appelle le Big Bang, le début de l'expansion de l'univers, n'est en aucun cas l'origine. Aucune découverte, aucune démarche ne nous indique que c'est l'origine. C'est simple. Nous savons que l'univers est en expansion. Nous savons, si on remonte le film à l'envers, que ça a commencé à 13,82 milliards d'années. Donc nous, astronomes, alors qu'en 1920, on était capable de vous raconter les quelques millions d'années qui précédaient, aujourd'hui, nous sommes capables de vous raconter les 13 milliards d'années qui précèdent. Nous devons aller plus loin, il faut laisser un peu de travail aux successeurs. Mais c'est pas en aucun cas, c'est l'origine. Alors, donc l'univers, vous voyez, qui ressemble à ça, avec vous avez des petites, comment dirais-je, des petites traces, là, des traits, des machins ronds, etc. Et chacune de ces petites traces, en quelque sorte, sont des galaxies qui chacune contient quelques centaines à quelques milliers de milliards d'étoiles. Et donc, il y a du monde. Alors là, c'est les 5 personnes qui nous ont permis de comprendre ce qu'était l'origine de l'univers. Vous reconnaissez Einstein, vous reconnaissez Lemaître en Belgique, vous reconnaissez Hubble, vous reconnaissez Gamow, qui, je le prends comme si parce qu'il avait beaucoup d'humour. Et à mon avis, quand on n'a pas d'humour, on ne peut pas être un bon scientifique. Et là, vous reconnaissez un Russe qui était triste, mais parce qu'à Moscou, il mangeait moins bien. Donc Friedman. Donc c'est ces personnes qui ont compris que l'univers étant en expansion, si on remonte le film en arrière,
il y a un moment où tout ça est rassemblé dans un espace, enfin espace, non, dans un volume tout petit, c'est rassemblé. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons deux théories à notre disposition pour comprendre le monde. La relativité générale, mise au point par Einstein en 1915, qui nous explique le monde à grande échelle, et la mécanique quantique, qui nous explique le monde l'infiniment petit, et que les conditions qui règnent il y a 13,82 milliards d'années sont telles que la mécanique quantique ne marche plus, et que la relativité générale ne marche plus. Autrement dit, nous n'avons pas d'outils pour étudier cela. Souvent on dit « oh, mais il y a une singularité ». Pas du tout. Il n'y a probablement pas eu de singularité. L'univers a vécu sa vie simplement, mais nous n'avons pas d'équation, d'outils mathématiques qui me permettent de le décrire. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera, mais pas tout de suite. Et cette expansion de l'univers, on n'est pas en expansion autour d'un point. Mais je donne une image ici qui est un tableau d'Escher, vous voyez, vous reconnaissez ici. Imaginez une structure métallique infinie. Imaginez que vous la chauffiez. Si vous la chauffez, ce système va se dilater. Et chaque maille va s'éloigner des voisins. Et donc chaque maille a l'impression que c'est le centre de l'univers, que tout s'éloigne autour de lui. Mais il n'y a pas de centre. Tout s'éloigne de tout. C'est cet univers dans lequel nous vivons actuellement. Alors, à quoi ressemble l'univers à grande échelle ? Voici une espèce c'est une émission numérique, mais ça correspond à ce qu'on observe. Vous avez un ensemble de filaments, et sur chaque point, c'est une galaxie. Il y a plein de galaxies, amas de galaxies. Voici à quoi ressemble l'univers. Donc ça, c'est ce que ça ressemble maintenant. Ça va évoluer comme ça avec un système qui est en expansion. Et nous avons été capables d'observer le tout début, c'est les premières lumières qui sont apparues il y a un peu plus de 13,82 milliards d'années. Et c'est l'univers tout à fait au début de cette expansion. Autrement dit, vous avez ceci représente comme la Terre. Quand vous représentez, si je représentais le globe terrestre, j'aurais l'Amérique ici, l'Europe ici, l'Afrique ici, l'Asie ici, etc. Donc le ciel, il y a presque, disons, 13,7 milliards d'années, ressemblait à cela. Et vous avez des points rouges et des points bleus, ce sont des températures tout simplement. Il y a de tout petits écarts entre ces températures. Et dites-vous que si nous sommes là ce soir, c'est grâce à ça. Si le système avait été totalement homogène, eh bien la vie ne serait pas apparue, les étoiles ne seraient pas apparues, l'univers, entre guillemets, serait fort différent de ce que nous connaissons. Eh bien, il y a 13 et quelques milliards d'années, depuis l'an dernier, on sait qu'on a vieilli de 80 millions d'années. Ça va encore nous poser des problèmes pour la retraite, cette affaire. Mais ce début de l'expansion, c'était 13,82 milliards d'années. Et donc, ce que font les cosmologistes, c'est de comprendre comment vous passez de cet univers, au début, qui était, comment dirais-je, la lumière, était le ciel, à l'univers d'aujourd'hui, qui est fait de filaments. 13 milliards d'années, c'est un peu court pour ça. Et vous savez qu'un des problèmes qu'on se pose, et je dis tout ça parce que si vous voulez comprendre ce qu'est la vie, vous avez besoin de comprendre dans quel cadre nous sommes, c'est que actuellement, on trouve qu'il y a de la matière qui apparemment existe, mais qu'on ne voit pas. Et apparemment, il y a de l'énergie qui existe, mais qu'apparemment, on ne voit pas. En d'autres termes, en astronomie, on mesure assez facilement la distance. Bon, d'accord. Alors, vous regardez une étoile, vous regardez combien d'énergie vous arrive de cette étoile, c'est facile à mesurer. Vous regardez sa distance, vous savez combien d'énergie part de l'étoile. Et c'est un peu comme, je ne sais pas, moi, la nuit, vous êtes en voiture, vous voulez doubler une autre voiture, vous voyez une voiture qui arrive en sens inverse, bon, ben, vous voyez bien si vous avez le temps de doubler ou pas. Si c'est une voiture normale. Si c'est une 2 chevaux avec un phare de marine ou une Ferrari avec une lampe électrique, là, vous vous trompez. Mais en gros, vous pouvez estimer. On fait ça en astronomie. C'est-à-dire, vous estimez, vous calculez ce qu'on reçoit sur Terre, vous mesurez ce qu'on reçoit sur Terre, vous estimez la distance, vous savez l'énergie qui est partie. Et nous savons tous que l'énergie et la masse sont reliées. C'est-à-dire, plus une étoile est grosse, et ben plus elle est massive. Il y a une relation entre le masse de l'étoile et la masse de l'étoile. On l'a observé, on a la théorie pour ça, etc. Autrement dit, en observant ce qui brille dans le ciel, on peut avoir la masse des objets. Maintenant, il y a une autre manière d'avoir la masse, regardez ce qui bouge. Loi de Newton, loi d'Einstein, quand un corps bouge, une galaxie tourne sur elle-même. Bon, ben, selon la masse, la galaxie ça va tourner plus ou moins vite. Et le problème, c'est quand vous mesurez ce qui brille, vous trouvez un chiffre, et quand vous trouvez ce qui bouge, vous trouvez 10 fois plus. Donc c'est quelque chose qui a été trouvé par un nommé Zwicky, un Suisse, qui a trouvé ça dans les années 30, considéré comme un farfelu par ses collègues, alors qu'il n'était pas farfelu du tout. Et il y aurait de la masse manquante. Et moi, les séminaires j'ai pu suivre à différents endroits depuis les années 60, il y a un conférencier qui vient et qui dit « Bon, la masse manquante, dans 5 ans, nous aurons la réponse. » Ce qu'il dit en 60, 70, 80, 90, c'est toujours la masse qui manque. Autrement dit, il semblerait que dans l'univers, 90% de la matière soit sous forme, donc on dit non baryonique, soit sous forme de, nous on est fait d'atomes, de molécules, etc. Il y a une masse qu'on ne voit pas, mais qui existerait. Alors c'est pas fini. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans à mes étudiants que puisque l'univers était en expansion, on se posait la question de savoir si cette expansion était infinie, indéfinie ou allait s'arrêter.
puisque les galaxies s'attirent entre elles, ben, ça freine l'expansion. Donc s'il y a beaucoup de galaxies, beaucoup de masse, ça va retomber. Puis il n'y en a pas beaucoup, ça va continuer en expansion. Alors si vous reprenez mes polycopiés à peu près, je changeais d'avis tous les 5 ans. Hein, selon les dernières nouvelles, une expansion est indéfinie, ça retombe, etc. Mais il y a pire que ça. Certains collègues ont observé, la fin des années 90, 2 étoiles qui ont explosé, ce qu'on appelle les supernovae. On connaît assez bien, pense-t-on, la physique de ces supernovae. Et ces étoiles ne semblent pas être à la bonne distance. Plus exactement, elles sont à la bonne distance, mais elles sont plus loin que ce que donnerait le calcul. Donc ça voudrait dire que l'expansion de l'univers s'est accélérée. Mais attendez, on ne peut pas accélérer l'expansion de l'univers, puisque pour ça, il faudrait pas de l'énergie. Et comme l'univers, c'est tout, bah, le tout, il devrait être dans l'univers. C'est pas à l'extérieur. Donc on s'est dit, il y a peut-être une énergie, alors qu'on appelait énergie noire. En gros, le mot noir est utilisé quand on n'y comprend rien. Hein. Ça n'a rien à voir avec la peinture noire, avec les idées noires ou avec le corps noir. C'est la matière noire et l'énergie noire. Hein. Donc quand on fait le bilan de tout ça, eh bien, on trouve que l'univers serait fait de 68,3% d'énergie noire, de 26,8% de matière noire, et la matière ordinaire ne ferait 4,9%, dont nous aurions observé 1%. Autrement dit, vous voyez, après 2000 ans d'efforts, on a compris 1% de l'univers. Hein, il ne nous reste plus que 99%. Bon, voilà. Alors là, il y a des batailles épouvantables entre les physiciens des particules, entre les astronomes et tout, sur un tas de théories, chacun étant persuadé que quand il trouvera l'énergie noire, quand il trouvera la matière noire, ça sera le prix Nobel. Hein. Et moi, j'aime bien dans ce conflit, j'aime bien prendre la situation. Hein. En gros, ça, c'est les théories, hein, et ça, c'est les preuves. Hein. Donc, matière noire, énergie noire. Alors, là, je fais une petite parenthèse, mais entre nous, vous ne le répétez pas. Hein. En gros, imaginez que je change très légèrement la loi de Newton, la loi de la gravitation. Attention, sortez pas d'ici en disant il y a Bragg qui change la loi de Newton. Non, on va dire oui, il a Alzheimer, il est un peu âgé, etc. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit imaginez que je le change. Je changerai comment? Eh bien, les 4 forces fondamentales que nous connaissons, l'interaction forte qui tient vos protons, vos neutrons et tout, l'interaction faible, la radioactivité, l'électromagnétisme, toutes ces forces ont un rayon limité. C'est-à-dire que vos protons et vos neutrons, bah, ils sont collés, mais ça n'affecte pas votre voisin. Sinon, le voisin, il serait plus là. Et donc, il y a un rayon au-delà duquel ça n'agit plus. L'électromagnétisme, c'est ce qu'on appelle le rayon de Debye. Au-delà, c'est une distance, il y a autant de charges positives et négatives. Donc, ça a un effet limité. La gravitation, par contre, elle est jusqu'à l'infini. Imaginez que je mette sur la gravitation une coupure, au-delà du système solaire, c'est-à-dire un endroit où je n'ai pas pu le vérifier. Alors là, ça changerait les choses. Et du coup, il n'y aurait plus de matière noire et plus d'énergie noire. Alors 10% des chercheurs pensent qu'il n'y a pas de matière noire et d'énergie noire, sont traités de débiles profonds par leurs collègues, hein, et 90% rêvent du Nobel parce qu'ils trouveront la matière noire et l'énergie noire. Moi, je ne travaille pas du tout là-dessus, j'en sais rien, mais j'observe avec intérêt que soit on va trouver un truc complètement nouveau, c'est intéressant, soit on va améliorer votre physique, c'est intéressant aussi. Donc vous voyez bien, la recherche, la recherche, c'est un truc qui évolue sans arrêt. D'ailleurs, c'est le signe de la recherche. Quand vous répétez la même chose depuis 2000 ans, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Hein, ça, c'est un autre sujet. Hein. Donc, en gros, on est dans ce cadre où certains pensent qu'on ne voit qu'une petite partie de la réalité, et d'autres, en fait, qu'on verrait tout, mais en changeant très légèrement les lois. Alors, je vous parle du passé. Un coup d'œil sur le futur, ça c'est ce à quoi ressemblera le Soleil quand, au bout de 5 milliards d'années, quand il deviendra ce qu'une nébuleuse, c'est-à-dire plein de gaz autour. Nous connaissons plein de nébuleuses, ça c'est la mort du Soleil. Et l'autre vision, c'est les étoiles plus massives, elles explosent sous forme de supernovae. Et voici un exemple de supernovae qui a explosé. Et vous savez que les étoiles sont les endroits où les atomes sont fabriqués. Nous sommes tous faits d'atomes. Nous sommes tous les enfants des étoiles, parce que dans notre corps, il y a de l'hydrogène, ça a pu apparaître au début, mais il y a aussi un petit peu de carbone, un petit peu d'hélium, un petit peu de magnésium, un petit peu de calcium, etc. Tout ça formé dans une étoile qui ensuite a explosé et a donné ceci pour le répandre dans le milieu interstellaire. Ce qui fait qu'à moi, la police me demande des renseignements sur moi, sur mon âge. Je leur dis que mon âge est compris entre 6 et 12 milliards d'années, et que, donc, âge auquel mes atomes ont été fabriqués, que le reste c'est ma vie privée, qui ne la regarde pas. Et donc, j'essaie d'employer le même argument pour les jeunes filles, pour les convaincre, mais je suis moins convaincant là. C'est pour dire qu'on a le même âge. Hein. Et donc vous comprenez fort bien que dans cet univers, qui va commencer à rentrer en expansion, où les étoiles vont fabriquer des atomes, il va y avoir plein de molécules. Il y a un petit peu d'ammoniac, un petit peu, on a même plus que 160, ça c'est déjà une diapo qui date de quelques années. Il y a du oxyde de soude, il y a de l'acétone, il y a du sel, il y a beaucoup d'eau évidemment dans l'univers, il y a de l'alcool éthylique, ce qui montre que l'univers est civilisé. Hein, donc il y a plein de molécules. Autrement dit, vous voyez tout de suite la vision suivante, c'est qu'il y a déjà dans l'univers, dans le milieu interstellaire, tout le matériau qu'il faut
toutes les briques qu'il faut pour que la vie apparaisse. Donc elles sont déjà là. Et donc du coup, vous avez on ne connaît pas l'origine de la vie sur Terre, et vous avez deux types de théories. Les uns vous disent la vie est apparue sur Terre. Une des théories, c'est qu'il y a des sources d'eau chaude, des sources très chaudes au fond des océans, puisqu'il y a des endroits volcaniques, et donc il y a de très belles réactions chimiques, et apparaissent des organismes à ces endroits-là, et certains pensent que c'est là qu'aurait démarré la vie, donnant ensuite les poissons, puis ensuite il y a des petites bêtes qui se sont mises à ramper jusqu'à l'homme, etc. Et d'autres pensent que pas du tout. La vie est arrivée à partir de l'espace, ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire que les briques essentielles ont été apportées de l'extérieur. Bon, moi, à mon âge, j'ai une sens du compromis. Je pense que les deux ont joué un rôle. Il y a un petit peu sur place et un petit peu de l'extérieur. Les deux doivent marcher. Alors maintenant, origine de l'univers, j'en ai parlé. Origine du système solaire, voici des étoiles. Ici, on est la constellation d'Ophiuchus, par exemple. Chaque point blanc, c'est la naissance d'une étoile. Et autour de ces étoiles, on voit des petits globules qui font à peu près 2 fois la taille du système solaire. C'est-à-dire que nous observons pour la première fois depuis les années 90 la naissance des étoiles. Et ce que nous observons, c'est que dans ces globules se forment des disques de matière. L'étoile se forme, il y a des disques de matière, donc des endroits favorables pour que des planètes puissent apparaître. Et en continuant l'observation, ce qu'on voit, c'est essentiellement des jets de matière et des disques qui sont dans le plan équatorial des étoiles. Autrement dit, parmi les découvertes importantes des 30 dernières années sur la formation des étoiles, nous observons que les étoiles qui se forment s'accompagnent d'un disque dans le plan équatorial et de jets de matière, et que les étoiles ne se forment qu'à la croisée de différents filaments. Voici des données récentes prises par un satellite européen, Herschel, qui vous montrent comment on commence à comprendre comment une étoile se forme. Moi, quand j'étais étudiant, mes profs me disaient, André, on ne saura jamais comment une étoile se forme, parce que c'est un phénomène trop bref dans la vie d'une étoile. Mais en fait, nous savons maintenant comment ça se forme en observant l'univers en longueur d'onde infrarouge. Donc vous voyez, on a de plus en plus de données sur ses origines, et donc derrière, la question de la vie qui se pose. Alors ça, c'est un petit dessin qu'avait fait un de mes étudiants, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous formez une étoile, c'est facile, de la matière qui s'effondre sur elle-même, la gravitation, ça c'est assez simple. Est-ce qu'autour les planètes, c'est un loupé de la recette de cuisine, ou est-ce que c'est un sous-produit naturel? Eh bien, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, je vous aurais dit, je n'en sais rien. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les planètes autour des étoiles sont un sous-produit naturel de la formation des étoiles. Ce n'est pas du tout un loupé de la recette de cuisine. Et donc, quand vous regardez un petit peu comment on a conçu nos origines et la suite, eh bien, vous voyez que dans les populations dites primitives, elles n'étaient pas si primitives que ça, mais dans ces populations-là, il y a ce qu'on appelle des mythes. Autrement dit, chaque mythe, j'ai regardé un petit peu ce que pensaient les Africains, les Océaniens, etc. Chacun de leurs mythes a l'histoire de l'origine. Ces mythes ont une poésie extraordinaire. J'avais commencé à écrire un bouquin sur le sujet. Bon, j'avais écrit 1800 pages, mais je ne l'ai jamais publié, sinon je l'aurais vendu en pharmacie, rayon somnifère. Et donc, il y a une poésie extraordinaire sur tous ces mythes et autres. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert le mythe? Eh bien, le mythe, c'est un ciment de la société. Tu crois à ce mythe, alors tu es membre de la tribu. Tu ne crois pas au mythe, je te mets à mort parce que tu es un danger. Puis un jour arrivent les religions monothéistes. Alors là, on vous dit Dieu a créé le monde, etc. On l'explique comme ça. Un jour, je vois que le président s'agite, mais je vais bientôt finir l'introduction. Et ensuite, tout bascule au moment de la naissance scientifique. Avant, les scientifiques se sont vraiment posé le problème. C'est au moment de la naissance scientifique qu'on s'est posé le problème des origines. Je pense à Descartes, je pense à Buffon, je pense à Laplace, à différentes personnes comme ça, où donc on s'est posé le problème de l'origine du système solaire. Je passe rapidement, création, éternité, j'ai fait quelques remarques. 2 théories sont opposées. La théorie anglaise qui vous disait qu'une étoile arrachait un filament de matière qui se solidifiait pour donner des planètes, et la théorie française qui vous disait que ça vous donne une nébuleuse. Les Anglais et les Français se sont battus sur ce sujet pendant plusieurs siècles. On s'est battus aussi pour d'autres raisons. Et quand même, je vous ai signalé que depuis 1953, nous savons que c'est les Anglais qui avaient tort. Je voudrais quand même le signaler. Et donc... comment ça se forme? Eh bien, autour d'une étoile apparaît un disque de matière. Et ce disque de matière, eh bien, c'est ce qui existait autour du Soleil. Voici un dessin d'artiste montrant ce que ça devait être au début. Vous avez un disque de poussière, comme sur le rouge. Vous avez des petits cailloux qui sont les précurseurs des planètes, qui vont se cogner, se rassembler, donner les planètes.
Et vous voyez, dans cette recherche, l'âge de la Terre au XVIe siècle était estimé à 5738 ans, plus ou moins un an. Oui, c'est un moine qui avait compté les générations de la Bible. Hein. Mais il ne savait pas s'il était né en février ou en novembre. Il avait ça. Et puis, Buffon, il avait pris un boulet de canon, il l'avait lancé, il a été chaud, il a regardé le temps que ça mettait pour se refroidir, il a extrapolé la Terre, donc il donnait un âge de 70 000 ans. Puis Lord Kelvin, qui était un très bon thermicien, a donné 200 millions d'années. Darwin dit non, moi, je n'ai pas le temps de faire des espèces. Et nous avons eu l'âge de la Terre qu'au XXe siècle. C'est 4,56 milliards d'années, et ce qui a donné le temps de l'évolution. Donc vous voyez, dans tout ça, vous retenez l'évolution et le temps. Et pour la vie, c'est essentiel. Alors, les anneaux, comme ceux de Saturne, ça vous donne une idée de ce qu'était la nébuleuse avant que les planètes se forment autour du Soleil. Les anneaux de Neptune, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'ai eu le bonheur à cette époque-là de trouver ces arcs que j'ai baptisé à l'époque, puisque le découvert a le temps de les baptiser, que j'ai baptisé Liberté, Égalité et Fraternité, ce que ne voulaient pas mes collègues américains, me disant que c'était trop français. Je leur ai répondu que la liberté n'était pas française, mais universelle, et donc j'ai quand même gagné. Hein. Enfin, j'ai fait le meeting à Florence et à Buenos Aires, qui sont des territoires amis, et pas à Washington ou à San Francisco. Et donc, on a fait pareil pour Pluton. Hein. Alors, il y a des comètes, voici les comètes, et autour de la Terre, vous savez, des nuages de comètes, qui sont ces restes de ces petits cailloux qui ont formé la Terre. Il y a des astéroïdes, voici Cérès qui a été photographié récemment, j'y vais rapidement, Gerasimenko qui a été par cette sonde européenne rapidement, et donc tout ça, la formation, c'est des collisions, donc sans arrêt, la Terre est bombardée. Tenez ici c'est une voiture, une météorite a capé la voiture, et l'étudiant qui a cette voiture, ce qui a été donné par son père, n'avait pas beaucoup d'argent, mais du coup, il loue la voiture au musée, maintenant, il n'a pas besoin de travailler, hein, il a beaucoup d'argent de location, et ça, c'est un autre étudiant, une météorite est tombée dans son studio, il a cassé l'ordinateur, hein. Donc moi, je dis à mes étudiants, si vous voulez faire fortune, hein, eh ben, vous prenez un petit studio, vous mettez un ordinateur et vous ne touchez plus. Vous attendez que la météorite arrive. On dit, mais ça ne va pas, votre truc, ça met trop longtemps. Je dis, oui, la probabilité que vous ayez de gagner ce jeu-là est égale à celle de jouer au loto. Il y a déjà qui sont assez couillons pour jouer au loto. Hein, donc, donc les collisions hein, qui continuent, les collisions partout. Vous avez ici donc vous avez autour du Soleil un disque de gaz, suivi d'un disque de grains, suivi d'un disque de planétésimaux, suivi d'un disque d'embryons, et finalement d'un disque de planètes. Voici en résumé, on va très vite. Alors, premier point, si nous sommes là ce soir, c'est grâce à Jupiter. Et pourquoi ? Parce que quand le système solaire se forme, près du Soleil, il fait chaud. L'hydrogène et l'hélium s'en vont. Il ne reste plus que des cailloux qui vont se cogner pour former la Terre, Vénus, Mars, etc. Loin du Soleil, l'hydrogène et l'hélium sont là. Donc ça forme une planète géante, Jupiter, Saturne, etc. Et moi, naïvement, j'ai pensé pendant de nombreuses années, je travaillais sur le sujet, qu'on formait d'abord la Terre, Vénus, puis après Jupiter ou Saturne. Et j'avais tort. On s'est rendu compte avec mes collègues qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand un germe se forme au niveau de Jupiter ou de Saturne, il attrape tout l'hydrogène et l'hélium qui sont autour. Et là, il devient le chef. C'est-à-dire Jupiter, par la gravitation, commande. Donc Jupiter, à côté de lui, il n'a pas toléré qu'il y ait une autre planète. Hein. Il est le chef, donc il y a des astéroïdes partout qui cognent. Il n'y a pas de planète. Mars, c'est une toute petite planète. Il a pu se développer. C'est un peu comme ceux qui sont loupés à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Hein. Ça énerve mes collègues qui travaillent sur Mars. Mais donc Mars, c'est une petite planète. Ça n'a pas pu se développer complètement. Par contre, la Terre et Vénus, c'est des planètes plus complètes. Parce que Jupiter a joué un rôle en attirant suffisamment de corps. Parce que si je n'avais pas mis Jupiter, j'aurais formé une Terre, mais qui serait beaucoup plus petite. La vie n'aurait pas pu apparaître. Parce que, ou bien j'aurais pris des corps sur des orbites excentriques, ça aurait cogné durement, ça aurait cassé. Ou bien sur orbite circulaire, oui, je ramassais des corps, mais pas beaucoup. Donc Jupiter a joué un rôle en ramenant des corps au niveau de la Terre et de Vénus, mais pas trop fort. Trop fort, ça aurait cassé, trop doucement, c'est bien. Et donc ça a donné la Terre et Vénus que nous connaissons et les conditions favorables à la vie. Et regardez ce qui se passe. C'est une petite simulation de collègues. Vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous avez plein de petits corps. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer une résonance entre ces planètes. Une résonance, c'est quand moi j'avais 7 ans, je poussais ma cousine sur une balançoire. Et j'avais remarqué que si je poussais au hasard, je ne pensais pas grand-chose. Mais si je poussais à la bonne cadence, l'amplitude de la balançoire croissait, ma cousine hurlait et mes parents me disaient arrête de faire l'imbécile. Hein, donc ça m'amusait beaucoup. Hein, et donc c'est pareil, vous allez voir que l'amplitude va croître. J'accélère le film là, regardez, ça va croître, là, voilà, voilà, et piou. Et vous avez un bombardement majeur qui va bombarder tout l'intérieur du système solaire. Vénus, la Terre, la Lune et tout ça. Et nous avons la preuve, sur la Lune, on a la trace de ce bombardement. Et c'était 800 millions d'années après la formation du système solaire, d'il y a 456 milliards d'années.
Vous allez me dire, attendez, ça pose un problème. La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Et le bombardement dont vous me parlez, s'il y a 3,8 milliards d'années, ça a dû détruire la vie. Et si c'était le contraire? Parce que ce bombardement, qu'est-ce qu'il fait? La croûte terrestre est épaisse, il va casser la croûte terrestre. Donc il permet à des éléments de sortir. Donc il y a de la matière première pour la vie. Et d'autre part, il apporte des éléments de l'extérieur. Donc probablement que ça joue un rôle important. Alors maintenant, je vais bientôt commencer la conférence, on se dépêche en 3 minutes. Il n'y a pas que dans le système solaire qu'il y a des possibilités. En 1913, en 2013, le 17 décembre, on a été à 1000 exoplanètes. En mars 2014, à 1750. En 2016, nous avons dépassé 2000. Et donc, c'est comme les sondages d'opinion. Vous interrogez 1000 ou 2000 personnes dans la rue, et vous en déduisez qui va voter pour qui sur des millions de gens. Eh bien, sur des millions et des milliards d'étoiles, on a regardé quelques milliers, et on a vu plein de planètes. Et donc, en extrapolant, on voit qu'il y a dans l'univers plus de planètes qu'il n'y a d'étoiles. Et donc, plein de possibilités. Alors, ces planètes ont plein d'orbites. Il y en a qui sont près, il y en a qui sont loin, il y en a qui sont excentriques, etc. Ces planètes sont de toutes tailles. Il y en a des petites, des grosses, des moyennes, des loin, il y en a des froides, des chaudes, etc. Voici une petite idée des distributions qu'on peut avoir. Vous voyez, des planètes comme la Terre, ou des planètes comme des grosses terres, ou des mini-Neptunes, ou des gros Neptunes, ou des géantes gazeuses. On a une petite statistique avec des biais observationnels. Et donc la question pour la vie est posée. La vie repose sur la chimie du carbone. On pourrait imaginer le silicium, mais c'est quand même moins commode, si on regarde de bien. Le carbone est bien, parce qu'il y a 6 électrons qui sont libres, qui peuvent agir. La vie repose sur le fait que des cellules apparaissent. Vous savez que la vie était monocellulaire sur Terre pendant 2 milliards d'années, au moins. Pourquoi on est devenu multicellulaire? Parce qu'une cellule peut être mangée par une autre cellule. Donc vous êtes gros, vous avez moins de chances d'être mangé. Alors les multicellulaires sont développés. Du coup, ils n'étaient plus mangés par les autres. Ouais, mais il y a des multicellulaires qui mangeaient les autres multicellulaires. Donc plus on est gros. Puis quand vous venez très gros, vous arrivez au diplodocus, au tyrannosaure, etc., là, il faut manger. Et donc, il y a une limite. Il faut être de plus en plus gros pour ne pas mangé par les autres, par les prédateurs. Mais plus on est gros, plus il faut de nourriture. Donc, vous voyez l'équilibre qui peut s'établir. Et dans cette vie, voici ici un petit animal qui est on appelle un tardigrade, qui est un ourson, quand on a un petit ourson qui fait quelques centimètres de dimension, dans la mousse des arbres. Il est indestructible, celui-là. Dire, vous le chauffez, tranquille, il s'en moque. Vous le mettez au congélateur, s'en moque. Vous le mettez dans une centrale nucléaire, là où c'est bien radioactif, il est content. Hein. Vous l'envoyez dans l'espace, etc., vous la mettez... Il revient tranquille. Hein. Et ce qu'il a, c'est qu'il a une technique. Il expulse l'eau de ses cellules pour être en état de... comme de cryogénie, en quelque sorte. Et puis il revient à la vie comme ça. Il vit pas très longtemps, il vit quelques mois ou quelques années. Mais si on le met en état de cryogénie, il peut réapparaître 10 ans plus tard. Autrement dit, on aimerait bien savoir comment il s'y prend pour le faire à nous, pour l'appliquer nous. On ne sait pas encore faire. Mais ça vous donne l'idée que la vie a pu prendre des formes extrêmes. Le fond des océans, les tardigrades, etc. Et donc les deux grandes questions, c'est est-ce que... Ça, c'est un petit dessin des Schtroumpfs. Hein, est-ce que la vie, c'est un coup de baguette magique? Que la vie soit et la vie fut, hein, ou bien est-ce que la vue, ça c'est un réserve qui est moins correct, c'est le résultat d'une longue évolution. Hein. Ça, c'est un dessin que les Américains n'aimeraient pas parce qu'ils font des choses qui ne sont pas naturelles. Hein, et donc, en gros, est-ce que la vie, c'est un phénomène exceptionnel ou est-ce que la vie, c'est un phénomène naturel? Alors, moi, je vous donne mon opinion, mais ça, ce n'est qu'une opinion. On n'a pas la preuve pour l'instant. Je pense sincèrement que la vie est une conséquence naturelle des lois de la physique et de la chimie. À partir du moment où vous avez des lois de physique et de chimie, la vie est inéluctable. À partir du moment où les conditions sont réalisées. Alors vous avez une hypothèse de la Terre rare que développent d'autres, disant que la vie est unique parce qu'il faut tellement de conditions exceptionnelles pour que ça apparaisse. Par exemple, le fait qu'il y ait la Lune autour de la Terre stabilise la rotation de la Terre, et sans la Lune, la Terre basculerait. Peut-être la vie n'aurait pas pu apparaître, aurait disparu. Et puis il n'y a pas un tas d'autres conditions comme cela. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un temps considérable, 13 milliards d'années. C'est qu'il y a des possibilités énormes. Donc tout se produit. Et ce qui nous paraît comme un événement exceptionnel n'est qu'en fait un événement naturel. Et donc, nous pensons maintenant que nous avons beaucoup de chance de trouver la vie soit sur une planète extrasolaire, soit aux endroits que je vous indiquais dans le système solaire. Alors maintenant, si on trouve la vie, qu'est-ce qu'on va trouver? Un microbe ou un microbiologiste? Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Et donc, juste un clin d'œil pour finir. Là, je vais finir. Vous me repasserez en 33 tours. Là, donc, y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une vie intelligente? Enfin, même si nous, on n'est pas tellement. Et vous connaissez le fameux paradoxe de Fermi. Fermi, qui était un excellent physicien qui a échappé au régime fasciste en Italie et qui, dans un pot à la cafétéria, un jour s'est posé le problème. Non, mais si la vie pullule dans l'univers, pourquoi ils ne nous ont jamais téléphoné? Pourquoi on ne les entend pas?
Alors, le problème... Alors, il y a un petit dessin de New Yorker de l'époque où, en fait, il montre des Martiens qui ont volé les poubelles de New York avaient disparu. Donc, il disait que c'est les Martiens qui avaient volé les poubelles. Alors, du coup, on essaie d'écouter s'ils sont en train de nous téléphoner. On essaie d'envoyer des messages. On essaie d'y aller. Alors, là, vous avez un réseau de téléphone appelé Allen, financé sur fonds privés, où on écoute le ciel. Et on n'a rien entendu pour l'instant. Mais je veux dire, par exemple, actuellement sur Terre, on détecte peu de signaux de fumée. Vous savez, que c'est les Indiens, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur Terre. Hein. C'est-à-dire le moyen de communiquer n'est pas forcément le même au cours des âges. Alors maintenant, communiquer comment? Voici un moyen moderne de communiquer, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va communiquer comme ça? Je ne sais pas. Ou alors, on va envoyer des messages. Voici ici le message. Quand on a refait la surface du télécoffre d'Arecibo, on a envoyé ce message-là. Alors, en fait, on a envoyé des 0 et des 1. On a envoyé 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Bon, etc. Alors, on a soumis le message à nos collègues astronomes. Aucun n'a compris ce que ça voulait dire. Mais enfin, supposons qu'un extraterrestre soit plus intelligent qu'un astronome moyen. Hein, et ce qu'il y a, c'est qu'il fallait remarquer qu'il y a le nombre de 0 et de 1 était le produit de deux nombres premiers. Le premier nombre premier donnant le nombre de colonnes et le deuxième nombre premier donnant le nombre de lignes. On remplaçait les 0 par des blancs et les 1 par des noirs. Et ça donne ça. Alors on compte en binaire de 1 à 10, en le numéro atomique de l'hydrogène, les formules nucléotides de l'ADN, la taille du bonhomme par rapport à l'antenne qu'il a envoyée, le télescope d'Arecibo, etc. On l'a envoyé vers l'amas d'Hercule. Pourquoi l'amas d'Hercule? Parce qu'on est à 50 000 années-lumière de là, et il y a 1 million d'étoiles. Donc on dit sur 1 million d'étoiles, il doit y avoir des planètes. Donc le message est parti. Alors attention là-bas, il faut qu'ils écoutent sur la bonne longueur d'onde. Hein. Radio Luxembourg, c'est pas Europe numéro 1. Hein. C'est la télé belge, c'est pas la télé française, etc. Il faut qu'ils écoutent sur la bonne longueur d'onde. Pendant 3 minutes. Parce que le message dure 3 minutes. Dans la bonne direction. S'ils ont pointent l'antenne là, c'est fichu. Hein. Donc 3 minutes, la bonne direction, la bonne longueur d'onde, ils reçoivent 0, 0, 0, 0, 0. Ils sont intelligents, ils traduisent le message. Ils sont polis, ils nous répondent. Mais comme le message a mis 50 000 ans pour arriver, dans 50 000 ans, il y a la réponse. Donc dans 100 000 ans, on a fait un échange dont la profondeur philosophique est pas très profonde. Hein. Donc, vous voyez, la communication, le coup de téléphone, ça prend quand même du temps. Hein. Alors on a aussi envoyé sur la sonde Pionnière et sur la sonde Voyager, à laquelle j'ai participé, ce genre de choses. Par exemple, ici, on vous explique comment servir de l'appareil, on l'ouvre, on a un disque, on lit le disque et on envoie 150 photos de la Terre, de la musique, du Bach, Beethoven, Mozart, etc., du jazz, de la musique africaine, etc. Bonjour, en 150 langages terrestres, y compris le flamand et le breton. Et puis, comment dirais-je, un message du président Carter, qui était président à l'époque. Et là, on a un problème pour envoyer un homme et une femme. Photo d'un homme, vous les mettez comment? Vous les habillez en costume cravate, en jupette grecque, en habit traditionnel japonais. Alors on dit on ne veut pas les mettre d'habits. Hein, on va les représenter comme ça, ce qui est plus informatif. Et immédiatement, les ligues de vertu américaines sont déchaînées en disant que c'était un scandale d'envoyer de la pornographie dans l'espace aux frais du contribuable. Donc vous voyez que le métier d'astronome conduit à beaucoup de positions. Et donc on a examiné avec soin 10 000 photographies de couples tout nus, hein, pour choisir la bonne photo. On a pris une photo où il y avait un monsieur et une dame vus de face, se tenant la main et souriant. Et le monsieur fait bonjour, la dame sourit, etc. Et là, on a un autre problème, c'est que le monsieur faisant bonjour était très légèrement en avant. Et Ligue de défense de la femme aux États-Unis, c'est encore le bonhomme qui est en avant. Trop tard, le message est parti. Hein, donc et donc, vous voyez, on a envoyé des messages. Et donc, les messages seront reçus. Ce message-là, par exemple, il va vers les étoiles de la constellation d'Ophiuchus. Et quand la sonde arrivera là-bas, dans à peu près 5 milliards d'années, les os sont déjà partis. Hein. Donc voilà le temps que ça mettra. Et là maintenant, pensons au voyage. Vous allez me dire, mais attendez, ce que vous nous dites, ça veut dire que jamais on rentrera en contact. C'est jamais. Imaginons, je ne sais quelle sonde qui soit conçue, imaginons que, ça c'est tiré du film Avatar, on mette un voyage sur la planète Terre, et là on se pose la question du temps. Si j'envoie une sonde, que j'accélère à 1G. 1G, c'est impeccable parce que c'est exactement la gravité terrestre. Donc, je n'ai pas besoin de créer une gravité artificielle, etc. Vers le centre de la galaxie. Ce centre-là est à peu près 25 000 années-lumière. Donc, je vais mettre 25 000 ans pour y aller. Je vais mettre 25 000 ans pour revenir. Et dans 50 000 ans, je rapporterai les photos là-bas. D'accord? Sur Terre, il serait écoulé 50 000 ans. Mais la relativité générale nous enseigne que le temps ne s'écoule pas de la même manière selon le mouvement que l'on a. Chacun sait qu'on a envoyé un avion vers l'est, un autre vers l'ouest, on a mis 2 horloges atomiques. Quand les avions se sont réunis, l'horloge n'indiquait pas la même heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a du corps biologique? J'en sais rien. Mais on peut imaginer, si j'applique les lois de la relativité générale,
que le temps qui s'est écoulé pour les horloges, et donc peut-être pour le cosmonaute sur place, ne soit que de 20 ou 30 ans. Donc le gars, il fait l'aller-retour, il a 30 ans de plus. Sur Terre, ils ont 50 000 ans de plus. Donc il ne va pas retrouver ses jumeaux. Mais on peut réimaginer que l'expansion se fait un peu comme s'est fait le peuplement de l'Amérique. Quand les émigrés partaient en Amérique dans le passé, ils ne revenaient pas. Ils quittaient l'Europe, ils ne revenaient jamais. Et ils fondaient une famille, etc. On pourrait imaginer que les voyages sont possibles à condition de parvenir. Marquez, j'en connais qu'on enverrait volontiers, mais ça, bon, c'est une autre histoire. Hein, donc, vous voyez, alors je parle, ça devient la science-fiction maintenant là-dessus. Mais voyez bien qu'on est à l'aube, avec ces planètes extrasolaires d'une part, ce qu'il y a dans le système solaire, de trouver éventuellement des formes de vie ailleurs que sur Terre, ce qui à un moment, il va bousculer la philosophie, la métaphysique, la sociologie, plein d'endroits. Je crois que c'est une réforme profonde, des idées, des pensées qui pourront se faire. Et à mon avis, si la vie existe pas loin de nous, j'en sais rien, eh bien, on devrait le trouver au XXIe siècle. C'est-à-dire que moi, je commence à être âgé pour le trouver, mais tous les gens jeunes, toutes les dames dans la salle sont assez jeunes pour le voir. Hein. Et donc, dans cette histoire, vous voyez, je montre juste une des dernières diapos, c'est que dans un calendrier idéal où les débuts de l'expansion de l'univers auraient eu lieu le 1er janvier, l'homme serait apparu le 31 décembre vers 22 h. Eh bien, voici une trace de pas dans la corne de l'Afrique à 3,9 millions d'années. Il y a 2 heures dans ce calendrier. Et voici une autre trace de pas, 2 heures plus tard, ou 3 millions d'années plus tard. Et ça, ce n'est pas les extraterrestres, c'est un homme ailleurs que sur Terre, c'est sur la Lune. Eh bien, entre ces 2 traces de pas, c'est toute l'histoire de l'humanité. Où l'homme, qui était un petit machin de rien du tout, sur une petite planète de rien du tout, autour d'une étoile de rien du tout, dans une galaxie de rien du tout, eh ben moi, ce qui m'épate, pour moi, je pense que la vie dans l'univers n'est qu'un épiphénomène. L'univers, il s'en moque de la vie. On me dit, comment tu peux dire ça, André? L'homme, tu le... Pas du tout. Je dis, l'homme est extraordinaire. C'est qu'étant aussi minuscule, aussi peu de choses, qu'il ait compris autant de choses en aussi peu de temps, malgré tous les obstacles d'obscurantisme qu'il a trouvés sur sa route. Et donc ça, moi, je suis épaté par cette histoire. Donc je terminais par une dernière diapo, ce coup-ci, j'obéis aux ordres. Dernière diapo, c'est le résumé de nos connaissances. Hein. Ça, c'est une petite citation de Woody Allen. Le jour où les savants découvriront l'emplacement exact du centre de l'univers, c'est fou le nombre de gens qui vont être déçus que ce ne soit pas eux. Hein. Et puis ça, c'est un message adressé plutôt aux dames. C'est un vrai cratère sur Mars, où les 2 collisions ont donné un petit cœur pour montrer que les astronomes ne sont pas, comment dirais-je, uniquement des gens sinistres et tristes, et surtout non pessimistes. Il y en a assez des homo tristus, et vous au rêve, parce que si on ne rêve pas un peu dans la vie, on n'avance pas. Bon, désolé, j'ai eu le temps que de faire l'introduction, mais le président de séance était trop autoritaire pour moi, hein, et donc je vais arrêter là, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc j'arrête. C'est là. Merci. Bonjour. En fait, Bonjour. je voulais juste savoir par rapport à toutes ces sondes qui sont envoyées pour étudier, par exemple, les lunes de Jupiter et tout ça, est-ce qu'il serait possible que ces sondes-là contaminent, entre guillemets, les mondes qu'ils visitent? Parce que, admettons que, par exemple, sur ces sondes, il y ait des éléments organiques et tout ça, quand ils atterriront, par exemple, sur Encelade, est-ce qu'il serait possible que ces sondes-là contaminent finalement les sols et qu'on pourrait penser découvrir une vie, alors que c'est tout simplement une vie qui serait attachée à tous ces éléments qui ont été envoyés sur ces planètes? Votre question est excellente. La réponse est oui. Donc justement, effectivement, c'est le danger. C'est que si vous allez sur place, aussi bien sur la Lune que sur n'importe quel corps, et que vous vous posez, il y a évidemment un danger très grave que vous ne fassiez que transporter une vie terrestre. D'autant plus que le tardigrade que je vous ai montré, lui, il résiste à beaucoup de choses, y compris à ses voyages, etc. Donc en gros, quand ces sondes sont envoyées, elles sont décontaminées, on irradie au maximum, on garantit pratiquement qu'on a supprimé toute trace de vie pour ces sondes. Hein. Donc en gros, on prend beaucoup de précautions. En prend-on assez? Je pense que oui, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Mais c'est effectivement quelque chose qui est à craindre éventuellement. Ce qui se passe, c'est que je pense que la probabilité qu'on contamine est quand même faible, compte tenu de toutes les précautions qu'on prend. Et que si jamais on contaminait, la vie sur Terre a suffisamment de caractéristiques propres pour qu'on reconnaisse que ça a été contaminé. Par exemple, vous avez peut-être vu dans les journaux de temps en temps, on annonce qu'une météorite, telle météorite, il y avait de la vie dessus et qu'en fait c'était contaminé par le fait qu'elle s'est écrasée dans l'Antarctique ou dans le désert du Ténéré ou que sais-je. Donc en gros, on a le moyen quand même de comprendre ce qui s'est passé, que c'était une contamination. Mais c'est vrai que c'est une question très sérieuse, pas du tout évidente à résoudre, et que beaucoup de précautions sont prises.
Et là aussi, il y a des organismes pour ça, il y a des discussions, il y a des... regardez, quand on a envoyé les cosmonautes sur la Lune, ils étaient en quarantaine avant, au cas où ils seraient ramenés je ne sais quoi de l'espace, voyez, parce qu'on ne savait pas. Et pour vous donner un exemple sur votre question, la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne, par exemple, eh bien, on va l'arrêter en 2017 pour la raison toute simple, c'est qu'on n'a plus assez de carburant pour les changements de trajectoire. Donc si on laissait la sonde Cassini libre, un jour ou l'autre, elle s'écraserait sur un des satellites. Et comme il y a à bord du plutonium, on contaminerait, là non pas en forme de vie, mais en plutonium, la surface de ces satellites, ce qui pour une exploration future, dans 2, 3, 4 siècles, etc., serait ennuyeux. Et donc ce qu'on a décidé, c'est de jeter la sonde, avec le peu de carburant qui va rester à bord, de jeter la sonde Cassini dans Saturne, qui, pour Saturne, ça ne sera même pas un Zakouski, hein, ça ne sera rien du tout, pour qu'elle disparaisse et soit détruite, pour justement éviter la contamination. Donc vous avez raison, c'est un problème sérieux. On prend le maximum de précautions, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup pour cette conférence. Je vous sens très optimiste. Oui, enfin, merci d'être venu. Moi, oui. Mais ce que je voulais signaler malgré tout, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas expliquer comment, à partir de molécules, de briques de la vie, d'acides aminés, comment passer de l'inanimé à l'animé. Absolument. Est-ce que vous avez éventuellement des nouvelles à ce sujet? Non, alors justement, là, moi je ne suis pas biologiste, hein, donc je me garderai bien d'empiéter sur le territoire de mes collègues. Simplement, à cette question, comment la vie est-elle apparue? Ça, on ne va pas répondre. Et comment vous passez, je vous dis, c'est une conséquence naturelle des lois de la physique et de la chimie, mais je suis incapable de vous dire comment ça s'est passé. Et donc, mon avis est le suivant, c'est que la seule manière d'avoir la réponse, c'est de trouver une vie extraterrestre, pour voir comment ça s'est passé ailleurs. Et l'image que je donnerais, c'est comme si nous débarquions sur Terre, soyons-nous des extraterrestres, on débarque sur Terre et on trouve qu'il y a des hommes. Et on veut étudier un homme. Alors, ce n'est pas la peine d'attendre la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, les maladies, la vieillesse, etc. Il suffit de prendre une société d'hommes. Et à un instant donné, il y a des enfants, des adultes, des gens en bonne santé, des gens malades, des gens âgés, etc. Et on comprend comment ça s'est passé. Je pense que la vie, c'est la même chose. Si on trouve la vie à différents endroits, on va la trouver à des niveaux d'évolution fort différents. On va la trouver à des niveaux, à des pistes qui ont été prises. Il y aura des choses communes, la chimie du carbone, l'existence de cellules, des choses comme ça. Mais il y aura des formes probablement complètement différentes. Des choses comme sur Terre, il y a 500 millions d'années, il y avait de la vie, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc pour moi, cette question à laquelle nous ne savons pas répondre pour l'instant, vous savez, la fameuse expérience de Miller, par exemple, on a mis ce qu'il fallait comme expérience, on a mis ça ensemble. Bon, ben, en gros, ce qu'on obtient, c'est du goudron. Hein. On n'a jamais pu démarrer une cellule. Donc, à mon avis, la solution... Alors, je vais peut-être vexer mes collègues biologistes, attention. J'ai l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Parce que la différence entre un labo de biologie et la nature, c'est le temps. C'est les possibilités. C'est tout ce qui a pu se passer. Et on ne peut pas faire 5 millions d'expériences. On peut en faire que quelques-unes. Eh bien, le seul moyen, c'est d'aller voir ailleurs ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et réunir... Je dirais, c'est toujours pareil. L'homme a tendance à se renfermer sur lui-même. Et c'est en ouvrant sur le monde extérieur à l'étranger qu'on progresse. Et là aussi, dans la société, je suppose, la science pourrait apprendre des choses. Eh bien, là aussi, c'est en voyant ce qui se passe ailleurs qu'on a... Alors maintenant, si vous allez me dire, mais si ça ne s'est pas passé ailleurs, s'il n'y a que nous, bah oui, bah, on sera coincé pour l'instant. Mais ce que vous dites est très juste. On n'est pas capable de reconstruire la vie. Et par exemple, la vie, on a compris qu'il faut que ça soit capable de se reproduire. Mais attention, il faut se reproduire avec des erreurs. C'est-à-dire, si on se reproduisait parfaitement, on n'évoluerait pas, donc on serait mort. Donc il faut une reproduction qui soit assez bonne pour qu'on se reproduise, mais assez mauvaise pour qu'il y ait des erreurs. C'est comme ça que la vie a pu se développer. Donc oui, il y a un tas de conditions. Là aussi, le fait, ce qu'on appelle la chiralité, le fait que les atomes sont sur la gauche et pas sur la droite, c'est propre à la Terre. Est-ce qu'on va trouver ailleurs une chiralité à droite et pas à gauche? Et à mon avis, on ne progresse pas. C'est comme si on vous mettait dans les mains un homme, eh bien cet homme-là, est-ce que le fait qu'il ait 2 yeux, c'est pour tout le monde ou c'est simplement en particulier? Le fait qu'il soit blond ou brun, est-ce que tout le monde ou particulier? Vous ne progressez qu'en comparant avec les autres. Ben, je pense de la même manière, on connaîtra mieux la Terre en la comparant aux autres planètes, et on connaîtra mieux la vie en la comparant à ce qui se passe ailleurs. Donc pour moi, l'intérêt, il n'est pas tellement d'aller voir l'extraterrestre qui fera bonjour, nous apprendre un truc, il est de nous connaître nous-mêmes. Aller chercher la vie à l'extérieur, envoyer un message à l'extérieur, c'est nous adresser à nous-mêmes. Je pense que c'est ça l'espoir. Le problème que j'ai, c'est qu'actuellement, les gens, c'est pas pour avoir un peu plus d'argent. Moi, ce que j'aimerais, mais ça, c'est pas le faire, c'est un peu plus de temps. Vous savez, il existe des banques dans lesquelles on met de l'argent. Ça, c'est pas intéressant. Mais moi, j'aimerais des banques dans lesquelles on met un peu du temps.
Et donc, je mettrai de côté de temps en temps une petite semaine ou quelques jours que je récupérerai, l'un dans 500 ans, l'autre dans 1000 ans, l'autre dans 5000 ans, et puis je regardais où ils en sont. Donc, j'aurai la suite de l'histoire. Alors, il y en a qui me disent, mais non, André, ça ne marchera pas, parce que si tu reviens dans 1000 ans, tu ne comprendras rien à ce qu'ils font. Hein. Et moi, je leur dis, oui, mais si Aristote revient aujourd'hui, il comprendra ce que je lui dis. Il dit non, il ne comprendra pas. Mais je dis, je peux lui expliquer. Et donc, je ne sais pas si on évolue tel qu'on ne comprend pas les prédécesseurs. C'est sûr que les poissons dont nous sommes issus comprendraient mal si on leur racontait ce qu'on fait. Mais peut-être qu'en remontant aussi loin, on se comprendrait. Donc, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire. Mais hélas, je crains de ne pas l'avoir. Donc, tout ça, vous voyez, c'est plein de points d'interrogation et une aventure extraordinaire. Bon, je bredais en attendant la question suivante. Hein. Mais je vois peu de mains qui se lèvent. Ah, oui, monsieur. Si un jour on a la preuve d'une vie ailleurs, que ce soit au niveau organique ou une vie intelligente, quelles seraient selon vous les conséquences pour l'humanité? Pour moi, elles seraient profondes. Alors, évidemment, tout dépend de quelle forme. Si on vous annonce que du côté de Dancelade, par exemple, il y a quelques microbes, bon, ça ne bouleversera pas dans les 3 mois qui viennent notre société et les problèmes qu'elle aura à l'époque. Si par contre on reçoit un message ou une visite ou on fait quelque chose, là ça sera plus important. Mais profondément, je crois que sur le temps, finalement, regardez, sur quoi les hommes se disputent. Vous avez des différents systèmes métaphysiques, philosophiques, enfin que sais-je, etc., fondés sur des postulats au départ, et on développe le postulat et on appartient au groupe ou on n'appartient pas au groupe. Le fait que la vie existe ou non va profondément bouleverser tous les fondements des systèmes philosophiques, métaphysiques, etc. Alors évidemment, si vous avez ceux qui disent non, la vie est unique sur Terre parce que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme est parfait, etc. et tout. D'autres disent non, pas du tout, le Dieu il peut faire ce qu'il veut. Mais je vous souviens, une fois, moi j'avais fait une conférence sur un sujet connexe et j'avais envisagé la possibilité qu'on trouve la vie. Et un monsieur était venu voir à la fin, c'était il y a 30 ans au moins, le monsieur à l'époque avait 85 ans, je ne sais pas si c'est encore là, et il n'osait pas me poser une question. Et après ça, il me dit, mais monsieur, vous m'avez troublé parce que je suis un catholique très pratiquant et vous envisagez le fait qu'il y ait des milliards de vies dans l'univers. Il dit oui, mais alors Dieu ne peut pas s'occuper de tout le monde. Alors moi je lui ai dit ne vous inquiétez pas, il travaille plutôt 35 heures par semaine. Hein, donc mais cet homme est parti profondément bouleversé. Et ça j'ai bien aimé. Moi je n'ai pas essayé de le convaincre d'un côté ou l'autre, mais simplement il est parti en se posant plein de questions. Et donc ça veut dire que si on trouve ce genre de choses, sur les fondements des systèmes auxquels nous croyons, ne croyons pas, je crois qu'il y aura plein de questions à se poser. Alors certains ont déjà des réponses toutes prêtes, d'accord, mais il faut les faire accepter aussi. Je pense qu'à votre question, si on trouve vraiment que la vie, si on trouve vraiment qu'elle est universelle, qu'il y en a partout, etc., je pense que les fondements de notre société, dans peut-être 3000 ans, 4000 ans, je ne sais plus, seront totalement différents à cause de ça. Mais me demandez pas, je ne sais pas prédire le futur, hein, je veux dire, me demandez pas comment, dans quel sens, etc. Allons-nous vivre un âge barbare comme on a connu après l'Empire romain et puis après ça a redémarré? Allons-nous connaître au contraire une période extraordinaire? J'en sais rien. Simplement, en tant qu'astronome, je suis quelquefois pessimiste sur le court terme, mais très très optimiste sur le long terme. Hein. Donc on a le temps devant nous. Hein. Donc profitons-en. On va prendre une toute dernière question peut-être. Je pense, madame là-bas, vous avez une question? Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir, donc, votre théorie, ça veut dire que s'il n'y a pas de vue dans toutes les énergies cosmiques des autres planètes, c'est un hasard comme une graine de sable qu'on est là, c'est triste, c'est décevant, parce que dans ces énergies cosmiques, dans ces mystères, ça donne un confort qu'il y a une vie sublime ailleurs comme la nôtre, peut-être meilleure, peut-être un mode beaucoup plus meilleure que la nôtre. Parce qu'actuellement, après toutes ces civilisations, c'est des problèmes tristes. Tout ce que l'homme a détruit notre planète en telle perfection. Merci. Oui, j'ai pas très bien compris la question, mais en gros, je me permettrais de faire une remarque dessus en disant qu'au contraire, l'histoire de l'homme m'épate. Effectivement, il y a des côtés un petit peu sombres. C'est comme un verre. Quand vous remplissez un verre à moitié, vous pouvez considérer que le verre est à moitié plein ou qu'il est à moitié vide. Moi, je considère qu'il est à moitié plein. Alors, et puis je dirais même, ça c'est une remarque que fait un de mes collègues. Un jour, un de mes collègues me dit à l'université, heureusement André, qu'il y a des collègues qui sont malhonnêtes, mauvais, idiots, etc. Je dis, comment tu peux dire ça? Il dit oui,
Parce que si tout le monde était intelligent, net et tout, la compétition serait trop rude. Et donc quand je vois quelqu'un qui est épouvantable, je lui serre la main en me disant merci de me rendre la compétition plus facile. Donc vous voyez, il faut toujours voir les choses du bon côté. Et donc l'homme sur Terre, c'est merveilleux. Et peut-être qu'ailleurs, c'est peut-être moins bien. Enfin, j'en sais rien. On verra si l'ailleurs existe. Donc soyez optimistes et regardez les choses du bon côté. Vous savez, il suffit des lunettes roses et on voit tout en rose. C'est impeccable. On va presque en rester là. Je vous propose peut-être juste un petit exercice pour terminer. C'est un exercice que je fais souvent avec mes auditoires quand j'aborde le même sujet que ce soir. Je propose que ceux qui imaginent qu'on trouvera la vie ailleurs dans l'univers, disons dans un avenir pas trop lointain, au XXIe siècle, je propose qu'ils lèvent la main pour faire un petit sondage. Oui, c'est assez constant. Chaque année dans les auditoires, j'ai la même proportion. C'est fort intéressant. Et je pense que, puisqu'on y est préparé, ça ne devrait pas trop nous choquer, en fait. Oui, encore que vous qui êtes présents ici, êtes-vous représentatif de l'ensemble de la population? Vous êtes beaucoup mieux. Donc on compte sur vous pour que vous racontiez ces histoires aux autres. Tribune. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.